Pour sauver ma mère, j'ai été contrainte d'épouser un homme à moitié paralysé. La nuit de nos noces, d'une voix tremblante, il m'a dit « Prends ton pantalon et cours avec moi. Mes hommes nous attendent au bout de la rue. » C'était la fin de septembre à Paris. La bruine était aussi fine que de la poussière, humidifiant les vieux toits de zinc du quartier de Belleville. Le vent du début de la saison sèche n'était pas glacial, mais il suffisait à faire paraître les maisons des pauvres plus minces, leurs dîners plus hâtifs et le fardeau dans leur cœur plus lourd. Je m'appelle Sarah Dubois. J'ai 28 ans. Je suis comptable dans une entreprise de matériel électrique à Créteil. Les gens disent souvent que je suis silencieuse. Mon visage a toujours l'air de compter des chiffres, et je me contente d'en sourire. Si le visage d'un comptable est trop rêveur, il est facile de se tromper d'un chiffre. Le patron coupe les salaires plus vite que le vent ne change de direction. Je ne sais pas qui sont mes parents biologiques. Depuis l'âge de 7 ans, je suis élevée par ma mère, Hélène, qui m'a recueillie à l'orphelinat Le Soleil. Ma mère. Maman Hélène n'est ni riche ni puissante, et elle n'a pas de parents sur qui compter. Elle vendait des crêpes au bout de notre ruelle, et, l'après-midi, elle faisait de la couture et des retouches de vêtements. Quand j'allais à l'école, si mon cartable contenait des livres neufs, les mains de ma mère portaient toujours les traces de nouvelles piqûres d'aiguilles. Un jour, je lui ai demandé « Maman, c'est dur d'élever Sarah. Tu l'as déjà regretté ?» Ma mère, qui triait des épinards, a levé la tête, m'a regardé et a souri. « Le regretter ? C'est vrai qu'avec toi on mange plus, mais heureusement tu fais bien la vaisselle. Notre famille est pauvre, alors il faut choisir ses enfants selon des critères réalistes. » J'ai ri, et ma mère a ri avec moi. Les rides au coin de ses yeux se sont plissées. Nous vivions dans une modeste maison dans une petite rue de Belleville. Les murs étaient vieux. Pendant la saison des pluies, ils étaient souvent humides, mais toujours propres. Ma mère disait toujours « Mieux vaut être pauvre et propre. Mieux vaut avoir des vêtements usés, mais qui sentent bon. » Si un pauvre perd sa dignité, que peut-il protéger d'autres? Je travaillais. Le soir, je rentrais cuisiner et le week-end, j'accompagnais ma mère à ses examens médicaux. Notre vie n'était pas luxueuse, mais paisible. Je pensais que ma vie continuerait toujours ainsi. La bousculade du matin en semaine, l'achat d'une botte de légumes sur le chemin du retour l'après-midi. Le soir, écouter les histoires de ma mère sur les voisins. C'était si ordinaire que si on en faisait un film, beaucoup de gens l'avanceraient rapidement, car il n'y avait pas de drame. Mais la vie ne laisse jamais quelqu'un tranquille trop longtemps, comme si elle aimait créer des problèmes pour s'amuser. Ce jeudi après-midi-là, une pluie hors saison est tombée. Je venais de rentrer du travail quand le téléphone a sonné. C'était notre voisine, Madame Lefebvre. « Sarah, rentre vite, ma chérie. Ta mère a mal à la poitrine. Elle a du mal à respirer. J'ai déjà appelé les pompiers. » En entendant cela, mes mains sont devenues glacées. De Créteil à Belleville, un jour de pluie, la circulation était complètement bloquée, comme si tout le contenu de la ville s'était déversé sur les routes. J'étais assise dans un taxi, les gouttes de pluie collées à la vitre. Dans ma tête, seule la respiration difficile de ma mère lors de son dernier examen résonnait. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu ma mère allongée sur un brancard. Son visage était pâle, ses lèvres sèches. Elle serrait encore fort son sac en toile usé dans sa main. En me voyant, elle a murmuré faiblement « Sarah, je n'ai rien. Ne panique pas. » Je lui ai pris la main. Mes larmes coulaient. Maman dit encore qu'elle n'a rien. Si maman allait bien, Sarah arrêterait la comptabilité pour devenir actrice, parce que Sarah ne sait pas jouer la comédie de la tranquillité. Ma mère a essayé de sourire, mais la douleur a de nouveau tordu son visage. Après une série d'examens, le docteur Martin m'a appelé dans son bureau. Il a longuement regardé les résultats, puis a parlé lentement. L'état cardiaque de Madame Hélène est plus faible que lors des examens précédents. Une intervention immédiate est nécessaire. De plus, la radiographie pulmonaire montre une tumeur. Il faudra probablement des examens complémentaires et une thérapie combinée. Au mot tumeur, mes oreilles ont commencé à bourdonner. Docteur, combien cela coûtera-t-il approximativement? Le docteur Martin a semblé hésiter. Cette hésitation m'a plus effrayée que n'importe quelle réponse. Si l'on compte tout, l'opération cardiaque, les examens complémentaires, les médicaments spéciaux, les soins post-opératoires et les frais imprévus, la famille devrait se préparer à débourser environ 50 000 euros. 50 000 euros. Ce chiffre est tombé sur moi comme un toit qui s'effondre. Pour un riche, c'est peu être le prix d'une montre, d'une soirée ou de vacances de luxe qu'il peut poster sous le titre de ressourcement. Pour moi, c'était la vie de ma mère. Cette nuit-là, assise dans le couloir de l'hôpital,
j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai additionné tout mon argent. Mes économies s'élevaient à 4 000 euros. J'ai emprunté 2 500 euros à des amis du travail. En mettant en gage quelques objets de valeur, j'ai obtenu 2 000 euros. Madame Lefebvre, par pitié, m'a prêté 1 000 euros. Au total, j'ai réussi à rassembler environ 9 500 euros. J'ai appelé quelques parents éloignés de ma mère. L'un a dit qu'il devait justement rénover sa maison. Un autre a dit que son enfant allait se marier. Un autre a juste soupiré. Sa maladie est déjà si grave. Il faut bien réfléchir à long terme, ma petite. Traduction libre, il ne voulait pas prêter d'argent, mais il l'enrobait de conseils pour ne pas être trop embarrassant. Les gens sont comme ça, même le refus doit être assaisonné d'épices philosophiques. J'ai pensé à notre modeste maison. Un agent immobilier m'a dit que si nous la vendions rapidement, elle pourrait valoir environ 40 000 euros. Mais les papiers concernant l'espace commun étaient encore bloqués à cause de quelques voisins. Le processus ne serait pas rapide. Même si cela réussissait, l'argent serait encore insuffisant. De plus, après avoir vendu la maison, où vivrions-nous avec ma mère? Dormir sous un pont et compter les étoiles peut être romantique, mais ma mère a une maladie cardiaque. Ce style de vie n'est pas pour elle. Cette nuit-là, je suis entrée dans la chambre. Ma mère était allongée sur le côté, les yeux mi-clos. Je pensais qu'elle dormait, mais elle m'a appelée doucement. « Sarah. »« Oui, maman. Tu veux boire ?» Ma mère a secoué la tête, sa main fine a saisi la mienne. « Ne vends pas ta vie à bas prix, pour moi. » J'ai été choquée. « De quoi parles-tu, maman ? Je ne t'ai pas élevée pour te voir te courber devant les autres. Notre famille est pauvre, mais les pauvres ont une colonne vertébrale. Ce ne sont pas des paillassons sur lesquels n'importe qui peut s'essuyer les pieds. » Je me suis mordu la lèvre. Mes larmes me semblaient chaudes. « Mais si Sarah ne fait rien, maman, qu'adviendra-t-il » Ma mère m'a regardée très longtemps. Dans ses yeux, il y avait une peur étrange. Pas la peur de la maladie, ni de la mort. C'était comme si elle voyait une vieille porte s'ouvrir juste derrière moi. Tant que maman respire, n'échange pas ta dignité contre mon souffle. Je me suis penchée, j'ai serré ma mère dans mes bras, n'osant pas répondre, car dans mon cœur, à ce moment-là, ma dignité et la vie de ma mère étaient sur les deux plateaux d'une balance. Et quel enfant serait assez lucide pour se choisir à la place de sa mère? Il était presque 20 et 1 heure quand je suis sortie pour payer l'acompte de la facture. Une paire de talons hauts s'est arrêtée devant moi. Une odeur de parfum léger mais cher m'a frappée. C'était étrange au milieu de l'odeur de désinfectant de l'hôpital. J'ai levé la tête. Devant moi se tenait une femme d'une 50aine d'années. Elle portait un chemisier en soie vert mousse. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné. Un collier de perles ornait son cou. Elle me regardait avec une douceur excessive. « Vous êtes Sarah Dubois ?» J'ai hoché la tête avec méfiance. « Oui. À qui ai-je l'honneur ?» La femme a souri. Sa voix était douce comme de l'eau tiède. « Je suis Marie de Courtenay, de la famille de Courtenay. » Avant que je puisse en demander plus, elle a montré la chambre de ma mère et a dit très doucement « Je sais que vous avez besoin d'argent pour sauver votre mère et ma famille peut vous aider. » Cette phrase aurait dû me réjouir. Mais pour une raison quelconque, elle m'a donné la chair de poule. J'ai regardé la femme, son chemisier en soie, son collier de perles. Au milieu du couloir de l'hôpital, elle paraissait si luxueuse et déplacée. « Comment, madame ?» Marie de Courtenay a souri. « N'ayez pas peur, je connais votre situation grâce à la base de données des patients dans le besoin. Madame Hélène doit être traitée immédiatement, n'est-ce pas ?» Mon dos s'est hérissé. Une étrangère connaît mon nom, le nom de ma mère, et même l'état de sa maladie. Une telle bienveillance détaillée est difficile à considérer comme une coïncidence. Quel rapport le problème de ma mère a-t-il avec votre famille? Il y en aura un, si vous m'écoutez jusqu'au bout. Ma famille a un fils, Bastien de Courtenay, 33 ans. Il dirigeait un projet pour notre entreprise, la Société de développement Seine-Europe. Il y a 3 ans, il a eu un accident en rentrant de ce projet à Paris. Depuis, il est en fauteuil roulant. Pourquoi me racontez-vous cela? Marie de Courtenay a baissé la voix. Bastien a besoin d'une femme. J'ai cru mal entendre. Une femme? Oui, une femme. Notre famille souhaite que vous épousiez Bastien. En échange, nous prendrons en charge la totalité des frais de traitement de votre mère, environ 50 000 euros, sur la base des factures de l'hôpital. Le bruit de la pluie à l'extérieur de la fenêtre est soudainement devenu si clair. Votre famille est si riche, trouver une épouse ne doit pas être difficile. Pourquoi moi? Je n'ai rien, pas de passé familial respectable. C'est justement parce que vous êtes simple.
Bastien n'a pas besoin d'une femme obsédée par le statut. Il a besoin de quelqu'un de calme, qui connaît sa place et peut préserver la réputation de la famille. Vous avez un emploi de comptable. Votre passé est irréprochable, et vous aimez beaucoup votre mère. Je suis sûre que vous comprenez le sens du mot loyauté. Le mot loyauté semblait léger, mais il pesait lourdement sur ma poitrine. J'ai demandé directement. Et monsieur Bastien est d'accord? Il est d'accord, il sait que je vous rencontre ce soir. Marie de Courtenay s'est tue un instant. Bastien sait que la famille lui cherche une compagne convenable. Après l'accident, il s'est renfermé, il ne veut pas voir beaucoup de monde. Alors, il le sait peu. Être, mais peu. Être seulement en partie. Ma vie venait d'entrer dans un problème de mathématiques dont le protagoniste n'avait peu, être même pas lu l'énoncé en entier. Je me suis levée. Je vous remercie de votre offre, madame, mais le mariage n'est pas un contrat de vente. La voix de Marie de Courtenay est restée douce. Je ne propose qu'un moyen de nous aider mutuellement. Vous pouvez sauver votre mère et, en retour, vous aurez une famille stable. Personne n'y perd. Personne n'y perd. Cette phrase semblait trop belle pour être vraie. Si vous n'êtes pas d'accord, je prierai quand même pour le prompt rétablissement de votre mère. Mais la maladie de Madame Hélène ne peut pas attendre longtemps. Le premier acompte est déjà de près de 10 000 €. Combien avez-vous pu réunir? Je n'ai pas répondu. Les gens ne posent ce genre de questions que lorsqu'ils savent qu'ils ont déjà à moitié gagné. Marie de Courtenay a posé une carte de visite sur la chaise, puis s'est retournée et est partie. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'est entr'ouverte. Ma mère se tenait, s'agrippant au chambranle. Son visage était blanc comme un linge. « Sarah. » J'ai couru vers elle. « Pourquoi es-tu sortie, maman? Tu as encore ta perfusion. » Ma mère ne m'a pas regardée. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette de Marie de Courtenay qui s'éloignait. « Que t'a dit cette femme? » »« Rien. Maman, elle a dit qu'il y avait un programme d'aide pour les patients dans le besoin. » Ma mère a serré mon poignet avec une force inhabituelle. « C'est la famille de Courtenay. » J'ai été surprise. « Maman, tu les connais? » Les lèvres de ma mère tremblaient. Un instant plus tard, elle a secoué la tête, mais son regard trahissait ses paroles. J'ai juste entendu leur nom par d'autres. « Ne mens pas, maman. » Ma mère a tourné son visage vers le mur. Sa voix était rauque. « Sarah, il y a des choses. Si tu les savais plus tôt, ta souffrance n'en serait pas forcément diminuée. » Cette phrase m'a transpercée. Quand j'ai entendu le nom de Courtenay, ma mère a eu peur, comme si on l'appelait d'un vieux cauchemar. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Une notification de l'hôpital pour payer un acompte supplémentaire. J'ai regardé les chiffres sur l'écran, puis ma mère qui dormait agitée. Dignité. Conscience. Avenir. Auparavant, je pensais les protéger à tout prix. Mais quand ma mère était là, allongée, toutes ces valeurs sont devenues des questions douloureuses. J'ai pris la carte de visite et j'ai composé le numéro. De l'autre côté, la voix de Marie de Courtenay. « Allô Marie à l'appareil. Bonsoir, c'est Sarah. Je viendrai demain, mais je voudrais rencontrer personnellement monsieur Bastien de Courtenay. » Un instant de silence. « D'accord, je vais organiser cela. » J'ai raccroché. Je ne savais pas encore que cet appel ne me mènerait pas seulement dans la famille de Courtenay, mais me rapprocherait aussi d'un secret enterré depuis plus de 20 ans sous le nom Le Soleil. Le lendemain matin, j'ai enfilé une chemise blanche que j'avais repassée la veille et je me suis tenue devant le miroir des toilettes de l'hôpital. Mon visage était pâle à cause du manque de sommeil. J'avais des cernes sous les yeux, comme un agent de recouvrement qui a échoué pendant 3 jours. Je me suis lavé le visage à l'eau froide et je me suis dit « Sarah, calme-toi. Tu ne vas rencontrer qu'un homme riche, pas aller à une exécution. » Mais c'était facile à dire. Quand le taxi s'est arrêté devant l'immeuble de la Société de développement Seine-Europe sur l'avenue de la Grande Armée, mes jambes semblaient encore lourdes, comme si on y avait attaché des pierres. Au dernier étage se trouvait le bureau privé de la famille de Courtenay. Les miroirs brillaient, le sol sentait les huiles essentielles, le personnel parlait à voix basse. Tout était si propre que mes vieilles chaussures se sentaient coupables. Marie de Courtenay m'a accueillie à la porte de la salle de réunion. « Sarah est arrivée. »« Entrez, ma chère. » Le ma chère de sa part semblait très doux. Si doux qu'il en devenait écœurant, comme un thé trop sucré qui ne rafraîchit pas mais gratte la gorge. Il y avait déjà quelques personnes dans la salle. Monsieur Guillaume de Courtenay, PDG de la société. Ses cheveux étaient déjà grisonnants, sa stature imposante, son regard profond et lourd. À côté de lui, un homme était assis dans un fauteuil roulant. J'ai tout de suite su que c'était Bastien de Courtenay. Il portait une chemise blanche, un pantalon en tissu noir, une simple montre au poignet.
Son visage était beau, avec une aura froide. Pas la froideur de l'arrogance, mais celle d'une porte fermée depuis longtemps. Il m'a regardé très rapidement, puis son regard s'est posé sur les documents sur la table. Marie de Courtenay a fait les présentations. Voici Sarah, et voici Bastien, mon fils. Je me suis légèrement inclinée. Bonjour, monsieur Bastien. Il a répondu brièvement. Bonjour. Juste un mot, mais la distance entre nous est devenue immédiatement palpable. J'étais sa future épouse, mais dans sa voix, j'étais plus étrangère qu'une invitée qui s'est trompée de chambre. Un autre homme s'est levé et m'a tendu la main. Je suis Daniel, le frère aîné de Bastien. Donc ton futur beau-frère. Il souriait amicalement. Son costume lui allait parfaitement. Ses cheveux étaient bien coiffés, son parfum cher, mais le regard avec lequel il me jaugeait me mettait mal à l'aise, comme un marchand qui examine un produit en solde. J'ai à peine touché le bout de ses doigts avant de retirer ma main. Bonjour, monsieur Daniel. À côté de Daniel se tenait une jeune fille. Ses lèvres étaient rouges, ses cheveux ondulés, elle souriait brillamment. Je suis Léa, la cousine de Daniel. Alors je devrais vous appeler tante Sarah, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, elle m'a déjà toisé de la tête aux pieds. Son regard était aussi tranchant qu'un rasoir. Un avocat nommé Maître Fournier a commencé à ouvrir les dossiers. Sa voix était pleine et lente. Cet accord stipule que le mariage entre Sarah Dubois et Bastien de Courtenay est un mariage valide. Les deux parties respecteront la vie privée de l'autre. Les biens d'avant le mariage ne seront pas mis en commun. Les frais de traitement de Madame Hélène sont considérés comme une aide humanitaire sans obligation de remboursement. En entendant cela, j'ai été légèrement soulagée. Au moins sur le papier, ma mère n'était pas traitée comme une dette. J'ai demandé « Le montant de l'aide sera-t-il versé directement à l'hôpital, monsieur ?» Maître Fournier a hoché la tête. C'est exact. Selon chaque étape du traitement, avec des justificatifs clairs. Monsieur Guillaume a finalement pris la parole. Sarah, concentrez-vous uniquement sur le traitement de votre mère. La famille de Courtenay, si elle a fait une promesse, la tiendra. Sa voix n'était pas douce, mais étrangement, quand il m'a regardée, une sorte de regret a brillé dans ses yeux. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un que je rencontrais pour la première fois me regardait comme si je lui devais quelque chose d'une vie antérieure. Marie de Courtenay a posé sa main sur la pile de papier. Mais Sarah, une fois que tu entreras dans la famille de Courtenay, tu devras te souvenir que la réputation de la famille est quelque chose avec quoi on ne peut pas jouer. On peut être pauvre en bien, mais pas pauvre en conscience de la nécessité de préserver sa dignité. Je l'ai regardé. Je comprends, madame, mais j'espère aussi que la famille tiendra toutes ses promesses concernant ma mère. Daniel a ri doucement. Notre belle-sœur parle très directement, comme un auditeur. J'ai répondu calmement. Je suis effectivement comptable. Mon travail est de ne croire personne sur parole tant que je n'ai pas vu les documents. Un silence s'est fait dans la salle. Bastien a levé la tête et m'a regardé une deuxième fois. Cette fois, un peu plus longtemps. Maître Fournier m'a tendu les pages à signer une par une. Je les ai lues attentivement. Les mots étaient froids, mais rien ne semblait trop étrange. Quand nous sommes arrivés aux annexes, il a dit « Cette partie doit être photocopiée en un exemplaire supplémentaire pour les archives internes. Veuillez patienter 1 minute. » Il a emporté le dossier. Je l'ai suivi du regard. Pour une raison quelconque, quand il est revenu, la couleur du dos du dossier était légèrement différente. Une différence très subtile, comme si une vieille tache d'encre avait été remplacée par une nouvelle. Un jour normal, j'aurais être immédiatement posé la question, mais mon téléphone a sonné de l'hôpital. J'ai décroché. Mon cœur battait la chamade. Mademoiselle Sarah à l'appareil. Madame Hélène vient d'avoir une crise d'essoufflement. Les médecins s'occupent d'elle. Pourriez-vous revenir à l'hôpital? Mes oreilles bourdonnaient. L'état de ma mère est-il grave, docteur? Elle est actuellement sous surveillance étroite. Calmez-vous, mademoiselle. Calmez-vous. Ces 2 mots, à l'hôpital, sonnaient comme une phrase qu'on dit pour ne pas s'évanouir sur place. Marie de Courtenay s'est immédiatement approchée. Sa voix était inquiète. Qu'y a-t-il, ma chère? Ma mère a une crise d'essoufflement. Je dois retourner à l'hôpital. Maître Fournier a poussé la pile de papier vers moi. Il ne manque plus que 2 signatures, mademoiselle Sarah. Une fois que vous aurez terminé, nous traiterons immédiatement la lettre de garantie aujourd'hui même. J'ai regardé la page devant moi. Les lettres semblaient danser. Dans ma tête, il n'y avait que l'image de ma mère allongée sur son lit d'hôpital. Soudain, Bastien a parlé. Si vous ne l'avez pas encore lu attentivement, reportez. J'ai levé la tête. C'était sa première phrase qui sonnait comme un avertissement sincère.
mais Marie de Courtenay a immédiatement soupiré. « Bastien, l'hôpital a besoin de la lettre de garantie au plus vite. Un jour de retard, c'est un jour de risque en plus pour Madame Hélène. Sarah le comprend mieux que quiconque. » J'ai pris le stylo. Ma main tremblait tellement que ma signature était un peu déformée. « Sarah Dubois. » J'ai écrit mon nom, mais j'avais l'impression de donner la moitié de ma vie entre les mains des autres. Maître Fournier a rapidement rassemblé les papiers. Daniel m'a regardé. Son sourire était toujours poli. « Calme-toi, belle sœur. Une fois que tu entreras dans la famille de Courtenay et que tu connaîtras ta place, personne ne te fera de mal. » Je n'ai pas répondu. Ces mots « connais ta place » sonnaient doux, mais piquants. Dans ce monde, les forts exigent souvent des faibles qu'ils connaissent leur place, alors qu'eux-mêmes n'ont rien à savoir. C'est bien pratique. Quand je me suis levée, Bastien a soudainement demandé « Peux-tu rentrer seul ?» Je l'ai regardé. Pour une raison quelconque, ma gorge s'est nouée à cette question. Oui. Quand je suis arrivée à l'ascenseur, Léa marchait derrière moi. Sa voix était basse, mais assez audible. Une fille pauvre entre dans une famille riche, même en marchant. Elle doit regarder le carrelage. De peur de trébucher et qu'on pense qu'elle n'est pas encore habituée à un beau sol. Je me suis retournée et je l'ai regardée. Merci de me le rappeler. Je suis habituée à marcher sur des chemins de terre. Ce genre de carrelage brillant ne me fera probablement pas trébucher. Le sourire de Léa s'est figé. La porte de l'ascenseur s'est fermée. Au dernier moment, j'ai vu que Bastien était toujours assis en silence dans la salle de réunion. Son regard était fixé sur le dossier dans les mains de Maître Fournier. Je ne le savais pas encore. Quelques minutes plus tôt, une annexe avait été échangée, et ma signature tremblante sur ce papier serait la corde avec laquelle on étranglerait ma dignité. Mon mariage a eu lieu exactement 7 jours plus tard. Il n'y a eu ni demande en mariage solennel, ni cortège de la mariée, ni feu d'artifice, ni cadeau somptueux comme les gens le voient habituellement. La famille de Courtenay a organisé un événement privé dans un hôtel sur les bords de la Seine, sous prétexte de protéger la vie privée de Bastien. J'ai compris qu'il voulait juste que ce mariage soit assez officiel pour ne pas faire l'objet de rumeurs, mais aussi assez discret pour que personne ne pose trop de questions. Ce matin-là, je me suis maquillée moi-même dans la chambre nuptiale. Maman Hélène était toujours à l'hôpital. Elle n'a pas pu venir. Madame Lefebvre a remplacé ma mère et m'a accompagnée. Elle tenait constamment ma main dans la sienne. « Sarah, si tu sens que tu ne peux pas supporter, rentrons à la maison. Si ta mère se fâche, la tante assumera aussi la responsabilité. » Je me suis regardée dans le miroir. Une simple robe blanche, les cheveux coiffés en un chignon soigné, les lèvres peintes en rose pâle. Je ressemblais à une vraie mariée. Seul mon cœur était froid. J'ai déjà signé, ma tante. Madame Lefebvre a soupiré. Un papier signé peut encore être déchiré, mais si c'est ta vie qui se déchire, c'est difficile à raccommoder, ma petite. J'ai souri faiblement. Notre famille est pauvre. Quoi qu'il soit difficile à raccommoder, nous le recousons à la main, pourvu que maman survive. C'est facile à dire. Quand je suis entrée dans la salle, mes jambes tremblaient encore. Des lustres en cristal brillaient, des fleurs fraîches décoraient le chemin. Les invités portaient des vêtements élégants, me regardant comme un objet étrange mal placé sur la table d'une fête de la haute société. Une grand-tante de la famille du marié a pris le bras de Marie de Courtenay. Elle ne parlait pas à voix basse. « Cette fille fait bonne impression, n'est-ce pas? Elle vient d'une famille simple, mais son visage est radieux. Qui sait, peut être qu'elle convient à Bastien. » L'autre a ajouté « L'essentiel, c'est qu'elle connaisse sa place. De nos jours, beaucoup de filles, si elles entrent dans une famille riche, se prennent immédiatement pour des reines. » J'ai entendu chaque mot clairement. Il me louait pour être bien. Mais dans l'éloge, il y avait déjà la corde. « Bien, d'accord, mais elle doit connaître sa place. Ne pas rêver trop grand. » Marie de Courtenay s'est approchée de moi et a ajusté le col de ma robe. « Sarah, il te suffit de sourire. Notre famille n'aime pas montrer ses émotions. » J'ai répondu « D'accord, madame. » Le mot « belle-mère » est sorti de ma bouche avec raideur. En entendant cela, Marie de Courtenay a souri. Son regard était satisfait, comme si elle venait d'apposer un sceau. Bastien a été poussé dans la salle. Il portait un costume noir, assis dans son fauteuil roulant. Son visage est resté calme, ce qui m'a agacé. Quand il s'est arrêté à côté de moi, le maître de cérémonie a prononcé des mots doux. Sur la bénédiction de Dieu, le véritable amour, le bonheur éternel, les mots flottaient autour de nous comme des bulles de savon. Belle, mais fragile, j'ai tourné la tête sur le côté et j'ai chuchoté.
Monsieur, ne trouvez-vous pas tout cela étrange? Il a regardé droit devant lui. Tu veux que je réponde sincèrement ou de manière appropriée pour l'événement? Comme il vous plaira. Sincèrement, c'est étrange. De manière appropriée, c'est un jour heureux. J'ai failli rire. Au moins, cet homme n'avait pas encore perdu sa capacité à être sincère. Monsieur Guillaume était assis au premier rang. Quand je me suis incliné devant lui en signe de respect, il m'a longuement regardé. Pas avec un regard inquisiteur comme les autres parents, ni avec un regard calculateur comme Marie de Courtenay. Son regard était lourd, comme celui d'un homme qui vient de voir passer une ombre du passé devant lui. Après la cérémonie, Marie de Courtenay a levé son verre devant la famille. À partir d'aujourd'hui, Sarah est la bru de la famille de Courtenay. J'espère que tout le monde l'aimera. Son passé est certes simple, mais je crois que celui qui connaît sa place aura sa place partout. Des applaudissements ont retenti. J'étais debout à côté de Bastien. Mon cœur était aigre. Passé simple. Connaît sa place. Aura sa place. Il s'est avéré que le jour de mon mariage ressemblait à une réunion d'évaluation des employés. Il ne manquait que les objectifs de performance pour le rôle de la mariée. L'après-midi, après l'événement, je ne suis pas rentrée chez moi. Avec la voiture de Bastien, je suis allée dans une maison privée à Neuilly-sur-Seine. La maison se trouvait dans un complexe calme. Son portail était haut. Sa cour était pavée de pierres naturelles. Les pignes étaient taillés si proprement qu'aucune feuille n'osait pousser dans la mauvaise direction. Une gouvernante m'a conduite à la chambre principale, puis a pris congé. La chambre était spacieuse, avec des rideaux gris, un grand lit, tout était propre, mais froid. J'ai posé mon sac de vêtements, et j'ai soudainement eu la nostalgie de la maison simple et souvent humide de ma mère. Là, bas, même l'ampoule qui clignotait souvent semblait plus chaude que cet endroit. Bastien est entré dans la chambre avec son fauteuil roulant. Il a posé une carte bancaire sur la table. Carte pour les besoins quotidiens. Si tu as besoin de quelque chose, utilise-la. J'ai regardé la carte. Merci. Un instant plus tard, mon téléphone a vibré. Une notification de la banque indiquant que le plafond de la carte était de 500 €. J'ai longuement regardé le chiffre. 500 €, au milieu d'une maison aussi luxueuse. Ce chiffre était comme une petite mais bruyante gifle. J'ai pris la carte et je l'ai reposée devant Bastien. Monsieur, gardez-la. Bastien a froncé les sourcils. Pourquoi? Je suis certes pauvre, mais il n'est pas nécessaire de me le rappeler de cette manière. Il m'a regardé, son expression perplexe. De quelle manière? Donner à une nouvelle mariée une carte avec un plafond de 500 € au milieu d'une telle maison. Vous trouvez ça drôle? Ou est-ce la première leçon de la famille de Courtenay, que puisque ma mère a été sauvée, je dois savoir combien vaut ma dignité? Ma voix tremblait, mais je n'ai pas baissé le regard. Bastien a gardé le silence pendant quelques secondes. Tu exagères? Je suis comptable, monsieur. Avec les chiffres, je n'exagère pas. Sa voix est devenue froide. Alors tu penses que je t'ai délibérément humilié? Je ne sais pas, mais si c'était votre intention, vous avez réussi. Un silence de mort régnait dans la chambre. Dehors, les lumières des véhicules sur le périphérique ressemblaient à de longues traînées lumineuses. Soudain, je me suis sentie si fatiguée que je n'avais plus envie de me disputer. Bastien a pris la carte, l'a regardée un instant. Son expression a légèrement changé, mais il ne s'est pas expliqué. Il a seulement dit « Pense ce que tu veux ». J'ai ri doucement. Un rire qui me faisait mal à la gorge. D'accord. Merci de m'accorder ce luxe. Cette nuit-là, nous étions dans la même chambre, mais personne n'a touché l'autre. Il était sur le côté du grand lit. Je me tenais près du canapé, serrant mon petit sac. J'avais déjà enlevé et accroché ma robe de mariée. Elle paraissait blanche et pathétique. J'ai envoyé un message à Madame Lefebvre pour lui demander des nouvelles de ma mère. Elle m'a dit que maman dormait déjà. Son état était stable pour le moment. J'ai regardé le texte et mes larmes sont tombées sur l'écran du téléphone. Bastien a entendu mes sanglots, mais ne s'est pas retourné. Il a seulement dit d'une voix froide « Ne pleure pas trop fort. L'insonorisation est bonne, mais je ne suis pas encore sourd. » J'ai essuyé mes larmes, et j'ai répondu « Rassurez-vous. Même en pleurant, j'économise. Dans ce monde, tout doit être calculé, y compris les larmes. » Il s'est tu. Je me suis allongée sur le canapé, le dos tourné au lit. La nuit de mes noces, il n'y avait ni rose, ni mots tendres, seulement l'odeur de drap neuf et une boule dans la gorge. Je me suis dit que je pouvais supporter pour maman, pour les frais de traitement, pour la promesse signée. Mais quand j'ai fermé les yeux, j'entendais encore la voix de ma mère. « Ne vends pas ta vie à bas prix pour moi. » Et je ne savais pas si je venais de la vendre, ou si je venais d'entrer dans un endroit où les gens me forceraient chaque jour à me dévaloriser.
Vers minuit, le grincement du fauteuil roulant sur le parquet m'a réveillée. J'étais allongée dos au lit. Mes yeux étaient encore fermés, mais mes oreilles entendaient clairement chaque mouvement de Bastien. Il a tourné sa chaise à côté du lit, s'est appuyé sur ses deux mains et a essayé de soulever son corps. Pour chaque centimètre de mouvement, c'était comme s'il payait avec sa fierté. Je me suis immédiatement assise. « Je vais vous aider. » Il ne m'a pas regardé. « Pas besoin. Je n'ai pas pitié de vous, monsieur. Je vois juste que vous avez des difficultés. La difficulté ne signifie pas que j'ai besoin de ton aide. » Le dos de sa chemise était déjà humide de sueur. Je me suis approchée pour soutenir son coude, mais il a repoussé ma main. Sa main a glissé du bord du lit, son corps a basculé vers le bas. Paniquée, j'ai couru et j'ai enlacé ses épaules, mais ma force n'était pas suffisante. Nous sommes tombés tous les deux par terre. Son fauteuil roulant a heurté le pied de la table, faisant un grand bruit. J'avais très mal au dos. Bastien pesait sur la moitié de mon bras. « Sarah, ça va ?» Bastien s'est redressé pour s'asseoir. Son visage était pâle, mais il essayait toujours de rester froid. « C'est moi qui devrais te demander ça. » J'ai tressailli. La nuit de noces des autres, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Moi, je tombe dans l'agacement. La vie choisit habilement ses scénarios. « Tu as mal au bras ? Ça fait mal. Mais ce n'est pas cassé. Encore assez solide pour signer un papier de divorce si la vie continue comme ça. » Il s'est appuyé contre le bord du lit. Sa voix s'est éteinte. « Ne m'aide pas si je ne le permets pas. J'ai juste peur que vous tombiez vraiment. Alors votre famille dira qu'à peine devenu leur bru, j'apporte déjà le malheur. » Son regard s'est assombri. « Quoi que dise cette famille, ne le prends pas trop au sérieux. C'est ce que j'aimerais. Mais il parle trop fort. » Un instant plus tard, il s'est retourné et, de toutes ses forces, il a grimpé sur le lit. Je suis restée à côté de lui sans le toucher. Quand son dos a touché l'oreiller, sa respiration semblait lourde. Je suis retournée sur le canapé. Vers l'aube, j'ai vaguement entendu le bruit très léger du fauteuil roulant. Quelqu'un s'est arrêté à côté de moi. Je n'ai pas ouvert les yeux. Un instant plus tard, j'ai senti quelque chose de léger sur mon épaule. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une fine couverture de couleur crème sur moi. Sur la petite table à côté de moi, il y avait un verre d'eau tiède. En dessous, un morceau de papier avec cette inscription. « Bois ça. » Je me suis tournée vers le lit. Bastien lisait un document. « Cette couverture. C'est vous qui l'avez mise, monsieur ?» La gouvernante. « Hier soir, dans cette chambre, nous n'étions que nous deux. Alors tu étais peu, être somnambule et tu t'es couverte toi-même. » J'ai pris le verre d'eau et je n'ai pas pu retenir un petit sourire. « Monsieur, vous ne savez pas bien mentir, n'est-ce pas? Bien loin de votre famille. » Il m'a jeté un regard. « Bois juste. À trop parler, tu auras soif. » Vers 10 heures, un assistant nommé Denis est venu avec quelques dossiers. Son regard s'est posé sur la carte bancaire sur la table. Son visage a immédiatement changé. « Monsieur Bastien, c'est une carte temporaire. Le plafond a été mal activé. La carte principale est dans le bureau. Je vous présente mes excuses, monsieur. » Je me suis tue. Bastien a regardé Denis. Sa voix était froide. « Sors. » La chambre nous est restée, et une vérité en suspens. J'attendais qu'il donne une explication. Il a seulement plié ses documents. « Prépare-toi pour l'hôpital. Je dirai au chauffeur de t'y emmener. Vous ne voulez rien dire sur la carte ? » Il n'y a rien à discuter. Alors je ne demanderai plus rien. Je suis allée à l'hôpital. Maman Hélène avait repris connaissance. Son état était un peu meilleur. Elle a longuement regardé la bague à mon doigt. « As-tu pu dormir cette nuit, ma petite ?» J'ai souri. « Oui, maman. Le lit de la maison, le canapé aussi est confortable. » Je n'ai pas parlé de la carte, de la chute ou de la couverture. Il y a des tristesses que si on les raconte, on ne fait que blesser ceux qui nous aiment. Ma mère a caressé doucement mon alliance. Ses yeux sont devenus rouges. Ma fille aurait dû se marier au milieu des rires, pas au milieu des calculs. J'ai pris sa main. « N'y pense pas, maman. Sarah va bien. Sarah, si un jour tu sens que tu n'en peux plus, ne tiens pas bon pour moi. » Je me suis penchée et j'ai ajusté sa couverture. « Maman guérit d'abord. Les autres affaires, Sarah s'en occupera. Sarah est comptable. Aussi difficile que soit le problème, il faut le démêler un par un pour le résoudre. » Ma mère a ri faiblement, ses larmes coulant sur ses tempes. Cet après-midi-là, un message est arrivé sur mon téléphone d'un numéro inconnu. « Demain après-midi à 17, tu dois venir à la résidence principale pour un dîner de famille. Ne laisse pas ta belle-mère te le rappeler une deuxième fois. » J'ai regardé le mot « belle-mère » sur l'écran.
mon cœur est devenu lourd. La couverture du matin ne m'avait pas encore assez réchauffé. La famille de Courtenay m'avait déjà ramené dans un endroit plus froid. Le lendemain après-midi, la voiture de Bastien m'a conduite à la résidence principale de la famille de Courtenay dans le 16e arrondissement. Le portail en fer s'est ouvert lentement. 2 rangées de palmiers royaux s'alignaient droit vers une immense maison blanche de 3 étages. Son toit était de couleur sombre. Sa cour était pavée de pierres naturelles si propres que j'avais l'impression que si une pièce de monnaie tombait, une caméra l'enregistrerait certainement et on en discuterait lors d'une réunion de famille. Bastien était assis à côté de moi et regardait par la fenêtre. « Tu n'as pas besoin d'essayer de gagner le cœur de qui que ce soit. » J'ai répondu. « Je n'ai pas le talent pour ça. J'essaie juste de faire en sorte que ma mère ne s'inquiète pas. » Il s'est tourné vers moi. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, la voiture s'est arrêtée. Une femme d'une 60aine d'années est sortie pour nous accueillir. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné. Elle portait une robe simple. Ses mouvements étaient vifs, mais son regard prudent. Monsieur Bastien est rentré. Mademoiselle Sarah, je suis Madame Bernard. J'ai baissé la tête. Bonjour, madame. Madame Bernard a été un peu surprise par ma salutation. Puis elle a dit doucement. Entrez. Mademoiselle, monsieur et madame vous attendent déjà. Le salon était spacieux avec de hauts plafonds. Un ensemble de tables et de chaises en bois de teck brillant s'y trouvait. Au mur, une grande photo de la famille de Courtenay était accrochée. Tout le monde souriait avec mesure. Un sourire qui semblait avoir été répété pour qu'aucun degré ne paraisse excessif. Vraiment une famille riche, même les émotions semblaient avoir un règlement intérieur. Monsieur Guillaume était assis à la place d'honneur. En me voyant, il s'est levé lentement. Sarah est arrivée. Asseyez-vous, ma chère. Le ma chère de sa part n'était pas aussi doux que celui de Marie de Courtenay, mais c'est précisément pour cela que je me sentais encore plus mal à l'aise. Il m'a longuement regardé, son regard lourd, comme s'il voulait demander quelque chose, mais qu'il l'avait ensuite ravalé. Marie de Courtenay est sortie ensuite. Elle portait un tailleur de couleur crème. Son sourire était doux. La nouvelle mariée est venue à la maison principale. Aujourd'hui, j'ai spécialement demandé au chef de préparer quelques plats français typiques pour que tu ne te sentes pas mal à l'aise. Il y a du bœuf bourguignon, de la blanquette de veau, du coq au vin et une salade de fruits en dessert. Notre famille n'aime pas les choses compliquées, ma chère. L'essentiel, c'est la chaleur. Pas compliqué. Mais la longue table était couverte de plats. Chaque assiette était placée à une distance comme si elle avait été mesurée avec une règle. J'ai regardé, et je me suis souvenu de la table de notre maison, la soupe de légumes, le poisson frit et un bol de sauce piquante. Pauvre. Mais une fois assis, nous pouvions manger immédiatement. Pas besoin de deviner qui cachait un couteau sous la nappe. Léa s'est approchée et m'a pris le bras. « Tante Sarah, tu es très belle aujourd'hui. » C'est vraiment vrai que quand quelqu'un entre dans une famille riche, son aura change immédiatement. J'ai souri. C'est peu, être parce que les lumières sont bonnes dans cette maison. Elle a approché ses lèvres de mon oreille et a chuchoté. « Tante, ne souris pas si largement. Cette famille n'aime pas les nouveaux qui sont trop brillants. » J'ai regardé droit vers la table à manger. Rassurez-vous, je suis habituée à la vie sous les néons. Je n'éblouirai les yeux de personne. Léa a souri faiblement, puis a lâché mon bras. Pendant le dîner, les parents de la famille de Courtenay m'ont posé des questions à tour de rôle sur mon travail, sur l'université où j'avais étudié, sur la maladie de ma mère. Chaque question semblait attentionnée, mais la fin revenait toujours à mes origines. Une grand-tante a dit « Cette Sarah fait bonne impression. » Oui. La discrétion des filles d'aujourd'hui est très précieuse, surtout quand elles entrent dans une famille avec des règles. Marie de Courtenay a hoché la tête. La fille connaît sa place. C'est ce qui me plaît le plus. J'ai lentement posé ma cuillère. Bastien était assis à côté de moi. Il n'a pas beaucoup mangé. Il était silencieux. Mais parfois ses yeux me regardaient, comme pour voir combien de temps je pourrais tenir. Après avoir mangé, Marie de Courtenay a ordonné à la gouvernante de servir le thé. Puis, d'une boîte en velours rouge, elle a sorti un bracelet en jade d'une couleur verte pure. « Sarah, essaye ça. C'est un héritage de la grand-mère décédée de Bastien. Je veux que tu saches que cette famille t'a déjà accepté comme l'un de ses membres. » J'ai un peu hésité. Un objet aussi précieux, Sarah n'ose pas le porter. « Prends-le, ma chère. Nous sommes déjà une famille. » Marie de Courtenay m'a mis le bracelet au poignet. Le jade semblait froid et glissant. Avant que je puisse l'examiner de plus près, Léa m'a appelée. « Tante Sarah, regarde ce pot de fleurs. Tante Marie vient de le commander à un artisan de la Côte d'Azur. »
J'ai reposé le bracelet sur le tissu de velours sur la table basse, en veillant à ce qu'il soit à côté de la boîte rouge, puis je me suis dirigée vers la vitrine. Quelques minutes seulement se sont écoulées quand Marie de Courtenay a soudainement demandé « Où est passé le bracelet ?» Toute la salle est devenue silencieuse. Je me suis retournée. Le tissu de velours était toujours là, la boîte rouge aussi, mais le bracelet avait disparu. Léa a mis sa main devant sa bouche. C'est étrange, puisque c'est tante Sarah qui l'a tenu en dernier. Un parent m'a immédiatement regardé, les autres chuchotaient. Marie de Courtenay a soupiré. Sa voix semblait plus triste que fâchée. « Sarah, si tu l'as emporté par accident, dis-le-moi. Je garderai le secret. Ne faisons pas d'une petite chose une grosse affaire. » Mon sang semblait glacé. Elle ne m'accusait pas, mais sa phrase était plus douloureuse qu'une gifle. Elle m'a mis l'accusation dans les mains, puis a fait semblant de me donner une chance d'avouer. J'ai regardé Marie de Courtenay. Je ne l'ai pas pris. Léa a dit d'une voix douce. « Tante Sarah, personne n'a dit que tu l'avais pris, mais tu l'as touché en dernier. Regarde dans ton sac peu, être qu'il a glissé dedans. » Je l'ai regardé. Mon sac, je l'ai laissé dans la voiture depuis que je suis entrée dans la maison. Et le bracelet, je l'ai reposé sur la table à la vue de tout le monde. Une grand-tante a froncé les sourcils. Cette fille parle de manière très tendue. Si les aînés demandent, il faut vérifier pour en finir. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord, pour que ce soit plus clair, je demande à personne de ne quitter la pièce. Je demande à Madame Bernard de fermer la porte principale. Qui était dans le salon depuis que ce bracelet est apparu jusqu'à maintenant? Je vous demande de noter leurs noms. Dans cette maison, il y a une caméra de sécurité, n'est-ce pas? Si une gouvernante perd un objet de valeur, il faut le chercher avec des preuves, pas avec des regards soupçonneux. Toute la salle a été surprise. Madame Bernard a regardé Marie de Courtenay, puis moi. Le sourire de Marie de Courtenay était toujours là, mais le coin de sa bouche était déjà rigide. Sarah, c'est une affaire de famille interne. C'est justement parce que c'est une affaire de famille qu'elle doit être encore plus claire, madame. Un arbre droit n'a pas peur de mourir debout, mais l'arbre droit qu'on tire de travers avec une corde, quelqu'un doit le lâcher. Pour la première fois, Bastien a également pris la parole. Faites comme elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais suffisante pour que tout le monde se taise. Madame Bernard a appelé Tony, le technicien de la maison. Tony est venu en hâte, son visage encore jeune. Il tenait une tablette dans sa main. Madame, l'enregistrement de la caméra de sécurité du salon semble être défectueux en ce moment. Je l'ai regardé. Défectueux juste au moment où le bracelet a disparu? Tony a dégluti. Oui, madame. Peut être que le système a planté. Léa est intervenue. Tante Sarah, pourquoi es-tu si tendue? Tony n'est qu'un employé. Tante, tu poses des questions comme si tu étais un policier. J'ai répondu. Je pose des questions comme un comptable. Si de l'argent disparaît, nous cherchons les preuves. Si un objet disparaît, les indices. Simple. Bastien a roulé avec son fauteuil jusqu'à la table basse, a sorti son téléphone et a ouvert une application. Sur l'écran, un enregistrement d'un autre angle est apparu, d'une caméra cachée près de la vitrine que personne n'avait remarqué. Sur la vidéo, Léa se tenait en masquant une partie de la table basse. Sa main a rapidement glissé le bracelet dans son propre mouchoir, puis a fait un signe à Tony qui se trouvait au coin du couloir. Quelques instants plus tard, Tony a discrètement ramassé le mouchoir et l'a emporté vers les toilettes. Le visage de Léa est devenu blanc comme un linge. Bastien a regardé Tony. Tony tremblait. C'est mademoiselle Léa qui m'a ordonné d'effacer l'enregistrement de la caméra de sécurité principale. Elle a dit qu'elle voulait juste tester mademoiselle Sarah. Le bracelet est dans une vieille boîte à gants dans les toilettes. Madame Bernard y est allée immédiatement. Quand le bracelet a été reposé sur la table, il y avait un tel silence dans la pièce que le bruit d'une tasse de thé et de sa soucoupe s'entrechoquant était clairement audible. Marie de Courtenay a regardé Léa. Sa voix est restée douce. « Léa, tu es très espiègle. » Espiègle. J'ai regardé chaque visage dans la pièce. Personne n'a osé me regarder longtemps dans les yeux. Il est vrai que j'avais été innocentée, mais mon cœur n'était pas du tout léger, car j'ai compris que le bracelet n'était pas seulement là pour me tester. C'était le véritable accueil de la famille de Courtenay. Ils ne se souciaient pas de qui j'étais. Ils voulaient juste voir jusqu'où je pouvais ravaler l'humiliation. Le bracelet de jade reposait silencieusement dans la boîte en velours rouge, vert, pur et froid. Le salon de la famille de Courtenay s'est refroidi avec lui. Léa se tenait à côté de Marie de Courtenay, les yeux rouges. Mais je savais que ses larmes n'étaient pas dues au remords,
Mais au fait qu'elle avait été démasquée trop tôt, son drame n'avait pas encore atteint son acte le plus triste. Marie de Courtenay a posé sa main sur l'épaule de sa nièce et a soupiré. Léa est encore jeune. Elle aime exagérer avec les farces. Sarah, c'est une affaire de famille, ne le prend pas à cœur. J'ai levé les yeux vers elle. Une farce, madame? La voix de Marie de Courtenay est restée douce. Oui, juste un malentendu. Léa n'avait pas de mauvaises intentions, elle voulait juste savoir si la nouvelle bru était assez calme. J'ai ri très doucement. Alors cette famille teste les gens en les accusant de voler l'héritage de la grand-mère. Une méthode de test très distinguée. Si des étrangers l'entendaient, ils pourraient penser que votre famille a son propre laboratoire. Quelques parents ont baissé la tête et ont regardé leur tasse de thé, comme si l'avenir de l'humanité s'y trouvait et devait être étudié. Personne ne s'est excusé. Personne n'a dit qu'ils avaient eu tort de me prendre pour une voleuse. Une grand-tante qui avait précédemment inspecté mon sac a maintenant juste marmonné. Ça n'a plus d'importance. L'essentiel, c'est qu'il soit retrouvé. Une vie de famille paisible est la chose la plus importante. Je l'ai regardé, ma voix toujours polie. Oui, madame. Une vie de famille paisible, c'est bien, mais la paix en forçant une personne innocente à ravaler l'humiliation, je ne peux pas l'avaler. L'atmosphère est devenue tendue. Bastien a roulé avec son fauteuil à côté de moi. On rentre. J'ai hoché la tête. En passant devant monsieur Guillaume, j'ai vu qu'il me regardait toujours avec le même regard. Pas de pitié, pas de mépris. Quelque chose de plus lourd, comme un homme debout devant un vieil autel, mais n'osant pas allumer une bougie. Il m'a appelé doucement. « Sarah !» Je me suis arrêtée. « Tu t'es sentie mal à l'aise aujourd'hui. » Marie de Courtenay est immédiatement intervenue. « De quoi parlez-vous, mon cher? C'est une famille. Un peu de friction, c'est normal. Demain, elles se seront réconciliées. » Je n'ai pas répondu. Je me suis juste légèrement inclinée devant monsieur Guillaume, puis je suis sortie. Dans la voiture, une fois assez loin de la résidence principale, je me suis tournée vers Bastien. Vous saviez depuis le début qu'il y avait une caméra cachée. Il a regardé droit devant lui. Je le savais. Vous soupçonniez aussi que le bracelet n'avait pas disparu de lui-même. Je le soupçonnais. Pourquoi m'avez-vous laissé là, à être soupçonné par tout le monde? Il a gardé le silence pendant quelques secondes. Si j'étais intervenue immédiatement, Léa aurait nié. Tony aurait aussi dit que le système était défectueux. Il fallait les laisser devenir un peu plus confiants. J'ai serré les poings sur mes genoux. C'est vrai que vous les avez démasqués. Mais pendant ce temps, vous m'avez laissé suspendue au milieu de la pièce comme une voleuse. Ce n'était pas mon intention. Pas l'intention, monsieur. Mais c'est ce qui s'est passé. Ma voix est tombée comme une pierre dans la voiture. Le chauffeur à l'avant était assis en silence, regrettant peu, être de ne pas avoir pris son jour de congé. Les pauvres se disputent, les voisins peuvent écouter gratuitement. Les riches se disputent, le chauffeur devient un spectateur VIP. La vie sait comment distinguer les classes de service. En rentrant à la maison, je suis immédiatement montée dans ma chambre. Bastien ne m'a pas appelé, mais peu de temps après, Madame Bernard, envoyée de la résidence principale, est arrivée avec quelques affaires. Elle m'a trouvée dans la cuisine, a posé un bol de salade de fruits sur la table. « Mademoiselle, mangez un peu. Vous n'avez pas beaucoup mangé hier soir. » Je l'ai regardée. « Madame, vous n'avez pas besoin de m'appeler mademoiselle. Je n'y suis pas habituée. » Madame Bernard a soupiré. « Dans cette maison, on se fait déjà gronder pour une mauvaise appellation, mademoiselle. Mais si quelqu'un fait quelque chose de mal, on le lui reproche rarement. » Cette phrase m'a fait taire. « Vous travaillez pour la famille de Courtenay depuis longtemps, madame? » « Depuis plus de 20 ans. Alors vous devez savoir beaucoup de choses, madame. » Madame Bernard s'est tournée vers la porte et a baissé la voix. Savoir beaucoup de choses ne rend pas forcément la vie plus facile. Mademoiselle, plus la maison est grande, plus il y a de coins sombres. Mais une chose est sûre, monsieur Bastien n'est pas une mauvaise personne, il a juste l'habitude de porter sa douleur seul. Avec le temps, il a pensé que tout le monde était aussi fort. J'ai remué la salade de fruits dans le bol. La salade de fruits de ma mère n'était pas aussi belle, mais sa chaleur me faisait plus de bien. « Et monsieur Guillaume ?» Madame Bernard a gardé le silence très longtemps. « Le maître a une dette. Une dette envers qui? Je n'ose pas le dire. Mais depuis que mademoiselle est arrivée, je vois que monsieur ne dort souvent pas. J'ai levé la tête et je me suis de nouveau souvenu du regard de monsieur Guillaume hier. Un beau-père que je n'avais rencontré que quelques fois, pourquoi me regarde-t-il comme s'il voyait une vieille blessure? Madame Bernard n'a rien dit de plus, elle a seulement conseillé. « Mademoiselle, mangez, puis reposez-vous. Dans cette maison, ne croyez pas trop aux mots doux.
Le miel conservé trop longtemps est aussi envahi par les fourmis. Après le départ de Madame Bernard, je suis restée seule dans la cuisine. La salade de fruits dans le bol fondait lentement. Mon téléphone a vibré. Un message de Madame Lefebvre. Ta mère dort déjà, mais elle a parlé dans son sommeil. Elle a mentionné le nom, le soleil. J'ai regardé le texte. Mon cœur est devenu lourd. Dans le salon, Bastien parlait avec son assistant. La voix de Denis était basse, mais je pouvais encore l'entendre vaguement. Qui lui a donné la mauvaise carte? Denis a répondu en bégayant. De l'administration, monsieur. J'ai vérifié l'ordre d'activation de la carte temporaire. Il y a une signature d'approbation provenant du bureau de Madame Marie de Courtenay. Un instant de silence. Bastien a dit « À partir de maintenant, toutes les dépenses liées à Sarah et à Madame Hélène doivent m'être rapportées directement. » Je me tenais dans la cuisine, m'agrippant au bord du comptoir. Il s'est avéré que la carte avec le plafond de 500 € n'était pas non plus une erreur accidentelle. C'était une petite aiguille qu'on avait piquée dans ma dignité la première nuit de mon mariage. Bastien est entré. En me voyant là, il s'est arrêté. « Tu as déjà entendu ?»« Par accident. » Il m'a regardé. Son visage semblait un peu fatigué. À propos de la carte. Mon téléphone a sonné, interrompant sa phrase. De l'hôpital. J'ai décroché. De l'autre côté, la voix du personnel administratif semblait pressée. Mademoiselle Sarah à l'appareil? Il y a eu un changement inhabituel dans la lettre de garantie des frais de séjour de Madame Hélène. Quelqu'un a demandé une modification, signée en votre nom. Je vous demande de venir immédiatement à l'hôpital pour confirmation. Je me suis figée. Bastien a vu le changement dans mon expression. Qu'y a-t-il? J'ai serré le téléphone et j'ai senti mon cœur sombrer. On a touché au papier des frais d'hospitalisation de ma mère. J'ai couru à l'hôpital en vêtements de maison. Mes cheveux n'étaient pas encore bien attachés. La nuit parisienne semblait humide et froide. L'odeur de désinfectant du couloir de l'hôpital m'a frappée au visage et m'a complètement réveillée. Un employé administratif m'a conduite dans une petite pièce. Mademoiselle Sarah, c'est la demande de modification du forfait de soins et du garant des frais de Madame Hélène. La signature est au nom de la mademoiselle. J'ai regardé le papier devant moi. Ma main était froide. La signature ressemblait beaucoup à la mienne. Le trait initial était un peu incliné. Le trait final était tiré en longueur. Si je ne savais pas que je ne l'avais jamais signé, j'aurais être douté moi-même. Quand cette lettre a-t-elle été déposée? Cet après-midi vers 15 heures. En raison du changement des documents, certains médicaments spéciaux et services de soins en dehors du forfait d'urgence ont dû être temporairement suspendus jusqu'à nouvelle confirmation. Mais les interventions d'urgence et la surveillance obligatoire se poursuivent comme d'habitude. Rassurez-vous, mademoiselle. Me rassurer. Ma mère a une maladie cardiaque et une tumeur au poumon. Le simple fait d'entendre le mot « suspendu » affaiblit déjà la famille. J'ai dégluti. Je n'ai jamais signé cette lettre. Je demande à l'hôpital de dresser immédiatement un procès-verbal. Gardez cette demande originale et ne laissez personne changer quoi que ce soit sans ma présence. L'employé a été un peu surpris. Mademoiselle, calmez-vous. Je suis très calme. Si je n'étais pas calme, j'aurais déjà déchiré cette lettre. Le docteur Martin a également été appelé. Il m'a regardé. Sa voix était plus ferme. Êtes-vous sûr de n'avoir jamais demandé de modification de garant? J'en suis sûre, docteur. Je vous demande de noter dans le dossier médical que la famille n'a pas consenti à la modification du plan de traitement ou du forfait de frais. Le docteur Martin a hoché la tête. D'accord, les soins de base de Madame Hélène se poursuivront, mais pour les médicaments non remboursés et les soins intensifs supplémentaires, une clarification financière est en effet nécessaire. Je ferai une note médicale séparée pour que les problèmes administratifs ne mettent pas en danger la patiente. J'ai baissé la tête et je l'ai remercié. Une phrase ferme du médecin à ce moment-là valait plus que tous les mots doux de la famille de Courtenay. Bastien est arrivé environ 10 minutes plus tard, toujours dans son fauteuil roulant. Son manteau était jeté sur ses épaules. Son visage était froid, mais ses yeux très tendus. « Donne-moi la lettre. » Je lui ai tendu la photocopie. Il a regardé la signature. Sa mâchoire s'est durcie. « Ce n'est pas toi qui l'as signé. Vous le croyez rapidement. Tu es comptable. Si tu voulais modifier un document, tu demanderais un accusé de réception, un code d'enregistrement et une copie comparative. Tu ne signerais pas aussi bêtement. » J'ai ri sèchement. « Merci. C'est la première fois qu'on me complimente en me disant que je ne suis pas bête. C'est assez touchant. » Il m'a regardé. Une lueur douce a brillé un instant dans ses yeux, mais seulement une seconde. J'ai continué.
Je soupçonne que le modèle de signature a été pris lors de la signature du contrat de mariage. À ce moment-là, Maître Fournier a emporté les documents pour les photocopier. Bastien s'est tu. Ce silence m'a dit qu'il pensait la même chose. Je me suis tournée vers l'employé administratif. Je voudrais demander l'enregistrement de la caméra de sécurité de la zone de réception des documents d'hier après-midi. S'il ne peut pas être fourni maintenant, je demande à l'hôpital de préparer une demande pour sécuriser les données. L'employé a hoché la tête, son attitude a changé. Peu, êtres ont-ils réalisé que la femme aux cheveux ébouriffés devant eux ne savait pas seulement pleurer. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Le nom de Marie de Courtenay est apparu sur l'écran. J'ai décroché et j'ai activé le haut-parleur. Bastien m'a regardé mais n'a pas protesté. La voix de Marie de Courtenay était douce comme d'habitude. « Sarah, j'entends qu'il y a un petit problème avec les papiers de l'hôpital. Tu es déjà la bru de la famille. Ne nous mets pas dans une situation embarrassante à cause des documents. S'il y a un problème, rentre à la maison, nous en discuterons correctement. » J'ai regardé le papier avec la fausse signature. Chaque mot brûlait dans mon cœur. « Madame, la vie de ma mère n'est pas un brouillon qu'on peut effacer et réécrire à volonté. » De l'autre côté, un instant de silence. « C'est ainsi que tu parles à ta belle-mère » Je parle à une personne qui est déjà au courant du problème des papiers de l'hôpital de ma mère, avant même que j'aie informé la famille. Madame est très rapidement informée. Bastien a levé la tête et m'a regardé. Marie de Courtenay a ri très légèrement. « Tu es fatiguée, alors tu penses beaucoup. Je m'inquiète juste pour toi. » Alors, je vous demande de vous inquiéter au bon endroit, madame. À partir de maintenant, tous les documents concernant ma mère auront un procès-verbal, un enregistrement de caméras de sécurité et des témoins. Celui qui aime vraiment n'a pas peur de la clarté. J'ai raccroché. Ma main tremblait, mais pas de peur. Mais parce que je venais de franchir une limite où, à partir de maintenant, je ne pourrais plus feindre l'obéissance. Vers minuit, je suis entrée dans la chambre. Maman Hélène était allongée, agitée, son front en sueur. Je me suis assise à côté d'elle, et je lui ai pris la main. « Maman, Sarah est là. Personne ne pourra plus changer les papiers de maman. » Ma mère a bougé lentement. Ses lèvres murmuraient. « Le soleil ?» Je me suis penchée plus près. « Qu'est-ce que tu dis, maman ?»« L'entrepôt. » Non, ne touchez pas à cet enfant. Mon cœur s'est serré. Le nom. Le soleil est réapparu. Cette fois, ce n'était pas un murmure sans signification. C'était comme si quelqu'un frappait à une vieille porte de l'intérieur. Je me suis tournée vers Bastien. Il se tenait devant la porte. Ses deux mains sur les roues de son fauteuil. Son visage était blanc comme un linge. « Vous savez ce qu'est le soleil, n'est-ce pas ?» Il n'a pas répondu. Je me suis levée et je me suis avancée vers lui. « Monsieur Bastien, on m'a assez trompé. Si vous cachez encore quelque chose, vous n'êtes pas meilleur que ceux qui utilisent ma mère pour me forcer à me courber. » Il m'a longuement regardé. Dans ses yeux, il y avait de la fatigue, de la douleur et quelque chose de semblable à de la culpabilité. Mais finalement, il a seulement dit « Ce n'est pas encore le moment ». J'ai souri faiblement. Cette phrase me semble très familière. Les gens disent toujours que ce n'est pas encore le moment d'être honnête, jusqu'à ce que le mensonge soit assez grand pour enterrer quelqu'un. Je suis retournée dans la chambre de ma mère. Dehors, la nuit parisienne semblait sombre. Dans ma main, j'avais le procès-verbal fraîchement signé par l'hôpital, et dans mon cœur, une question qui ne voulait pas se taire. Quel secret l'orphelinat, le soleil, cache-t-il réellement, qui effraie autant ma mère et Bastien? Le lendemain matin, j'étais assise dans le couloir de l'hôpital, tenant une tasse de café déjà froide. Bastien avait déjà chargé son homme de régler les choses avec l'administration. Et moi, j'attendais le docteur Martin pour vérifier à nouveau l'ordonnance de ma mère. Depuis la phrase de Bastien, « Ce n'est pas encore le moment », mon cœur était comme piqué par une épine. Je ne le détestais pas. C'est précisément ce qui me mettait mal à l'aise. Détrer quelqu'un est facile, mais quand on doute et qu'on veut croire en même temps, le cœur est comme un plat dont on a oublié de baisser le feu et qui bout lentement et continuellement. Mon téléphone a vibré, un message de Bastien. L'hôpital a déjà conservé la demande originale. L'enregistrement de la caméra de sécurité d'hier après-midi sera fourni. J'ai lu, puis j'ai répondu brièvement. Merci. Une minute plus tard, il a envoyé un autre message. As-tu déjà mangé? J'ai regardé l'écran et j'ai souri faiblement. Cet homme est très étrange. Il cache les choses importantes. Sur la nourriture, il pose des questions avec la régularité d'un réveil. Avant que je puisse répondre, une voix m'a appelé par derrière. « Belle-sœur ». Je me suis retournée. Daniel de Courtenay s'approchait,
portant une gamelle et un panier de fruits. Il portait une chemise bleu clair. Son apparence était amicale. Son visage reflétait juste ce qu'il fallait d'inquiétude, assez pour émouvoir les autres. J'ai entendu par mère que l'état de tante Hélène s'est aggravé, alors je suis passée voir un peu. Je me suis levée et j'ai gardé mes distances. Merci, monsieur Daniel. Ma mère se repose en ce moment. Le médecin a limité les visites. Je sais, j'ai juste apporté cette soupe. Les malades mangent peu, mais s'il y a quelque chose de chaud, leur cœur se réchauffe aussi. J'ai regardé la gamelle dans sa main. La maladie de ma mère a des restrictions diététiques spéciales. Je n'ose rien accepter de n'importe qui. Le sourire de Daniel s'est un peu raidi, puis est redevenu détendu. Tu es très méticuleuse. Bastien a de la chance d'avoir une comptable pour femme. À la maison, rien ne se perdra, même pas un cure-dent. C'est justement parce que je suis méticuleuse que je ne suis pas facile à tromper. Il m'a regardé un peu plus longtemps. Son regard poli a commencé à s'estomper. Sa vraie nature commençait à se montrer. Ma belle-sœur est très tendue. Dans la famille de Courtenay, celui qui sait se comporter de manière détendue a généralement une vie plus facile. J'ai déjà entendu ça, mais si je suis trop détendue, les autres me façonneront à leur guise. Daniel a ri doucement. Je ne donne qu'un conseil sincère. D'accord, alors je vous remercie aussi sincèrement. Je voulais me détourner, mais j'ai soudain eu le vertige. La nuit précédente, j'avais à peine dormi. Ce matin, je n'avais bu que du café. Mon corps a un peu vacillé. Daniel s'est immédiatement avancé et m'a soutenu le coude. Fais attention. J'ai retiré ma main brusquement. Ne me touchez pas. Il a continué à faire un visage inquiet. Tu as failli tomber. Je suis ton beau-frère. Un peu d'aide. Quel est le problème avec ça? Dans un hôpital très fréquenté, tout peut paraître suspect. Daniel s'est penché plus près. Sa voix s'est éteinte. Tu penses que tout le monde te veut du mal? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. J'ai juste l'habitude de ne pas tendre mon cou aux loups pour qu'ils testent leur couteau. Cette phrase a fait disparaître son sourire un instant. Je ne le savais pas. À l'autre bout du couloir, un homme coiffé d'un chapeau avait déjà levé son téléphone. Juste au moment où Daniel a tendu la main pour me soutenir. Juste un instant, un angle de prise de vue, mais suffisant pour transformer une femme fatiguée en une femme légère dans la bouche des autres. La technologie est formidable. Une photo peut mentir plus vite que 10 bouches. L'après-midi, alors que j'étais assise près du lit de ma mère, Madame Lefebvre est entrée en panique. « Sarah, as-tu vu ça ?» Madame Lefebvre m'a montré son téléphone. Dans un groupe privé de la famille de Courtenay, Léa avait posté une photo de Daniel me soutenant dans la cour de l'hôpital. La légende ne mentionnait pas de nom, mais le sarcasme était très clair. Il y a de ces gens, à peine entrés dans une famille riche, ils oublient déjà qui est leur mari. L'hôpital est aussi devenu un lieu de drame. En dessous, divers commentaires sont apparus. Pauvre Bastien. Les filles pauvres, si elles en ont l'occasion, deviennent vraiment avides. À peine marié, et déjà comme ça. Qu'en sera-t-il plus tard? J'ai lu chaque ligne. Mes oreilles brûlaient. Ma mère, allongée dans son lit, a entendu la voix sanglotante de Madame Lefebvre et a ouvert les yeux. « Qu'y a-t-il, ma petite ?» J'ai rapidement caché le téléphone. « Rien, maman. » Mais sur le lit voisin, une connaissance de Madame Lefebvre avait déjà vu le message. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a chuchoté à sa famille. C'est elle, la bru de la famille riche dont on parlait dans les nouvelles, n'est-ce pas? Elle avait l'air bien. Il s'avère qu'elle est comme ça. Son mari en fauteuil roulant, et elle flirte avec son beau-frère. Ma mère a entendu, son visage est devenu blanc comme un linge. « Sarah, que disent-ils » Maman n'écoute pas les ragots des gens. Ma mère a essayé de s'asseoir. Elle a mis sa main sur sa poitrine. « Ma fille n'est pas comme ça. » J'ai couru pour la soutenir. « Maman, rallonge-toi. » Le moniteur de rythme cardiaque a rapidement bipé. Le docteur Martin et une infirmière sont entrés. Je me suis écartée. Mes deux mains tremblaient violemment. La colère m'étouffait la gorge, mais je n'osais pas pleurer. Pleurer à ce moment-là n'aurait fait qu'effrayer encore plus ma mère. Environ une demi-heure plus tard, l'état de ma mère s'est de nouveau stabilisé. Le docteur Martin est sorti, sa voix était ferme. « Mademoiselle Sarah, l'état de Madame Hélène est très sensible au stress. La famille, s'il vous plaît, essayez d'éviter qu'elle entende des choses surprenantes. » J'ai hoché la tête. « Je suis désolée, docteur. » Dès que je suis sortie dans le couloir, j'ai vu Marie de Courtenay. Elle portait un tailleur violet foncé. Son visage était triste, comme si c'était elle qui avait subi la plus grande injustice. À côté d'elle,
Daniel se tenait la tête baissée, jouant parfaitement le rôle du frère aîné fautif en tout. Marie de Courtenay m'a tendu une liasse de papier. « Sarah, le problème est allé jusqu'ici. Je ne peux plus te protéger. Signe ce papier et quitte la famille de Courtenay. Je vais essayer de parler à M. Guillaume pour ne pas prolonger cette affaire. » Je l'ai regardé. Quelle faute ai-je commise pour devoir partir? Marie de Courtenay a soupiré. La photo est déjà si claire. Où mettrons-nous la face de notre famille? J'ai ri, mais mes yeux piquaient. Une photo coupée au coin. Vous dites que c'est clair. Et la fausse signature sur les papiers de l'hôpital de ma mère. L'avez-vous aussi vue clairement? Le visage de Marie de Courtenay s'est refroidi, puis est redevenu doux. Ne change pas de sujet. Dans l'annexe du contrat de mariage, il est stipulé que s'il est prouvé que tu portes atteinte à la réputation de la famille de Courtenay, le soutien pour les frais de traitement peut être réexaminé. J'ai compris. Finalement, ils ont sorti leur atout. Daniel s'est avancé, sa voix rendue lourde. Belle-sœur, je ne veux pas prolonger le problème, mais tu dois aussi penser à Bastien. Il a déjà assez souffert. Je l'ai regardé. Monsieur, vous m'avez délibérément approché dans la cour de l'hôpital. Il a haussé les sourcils. Tu étais fatigué. J'ai aidé. Une bonne intention qui a mal tourné. Une bonne intention n'a pas besoin d'un photographe en attente. Marie de Courtenay a froncé les sourcils. Sarah, je n'ai pas répondu. Je me suis retournée et je suis allée directement au poste de sécurité de l'hôpital. Monsieur Durand, le gardien, se reposait. J'ai dit clairement. Monsieur, j'ai besoin de votre aide pour confirmer les événements de ce matin dans la cour. Quelqu'un m'a photographié sous un mauvais angle pour me diffamer. Je voudrais demander la fourniture de l'enregistrement de la caméra de sécurité. Et si vous êtes prêt à témoigner que c'est cet homme qui s'est activement approché de moi. Monsieur Durand m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil vers le couloir où Daniel se tenait au loin. J'ai vu que ce monsieur traînait dans la cour depuis le matin, madame. Quand la dame est sortie, il s'est approché. La dame s'est reculée, et il a continué à avancer. J'ai baissé la tête. Merci, monsieur. J'ai enregistré la capture d'écran du message de Léa, puis j'ai tout envoyé à Maître Fournier. Ma main tremblait encore, mais mon esprit était étrangement très clair. Bastien a téléphoné. Où es-tu? Au poste de sécurité. N'agis pas seul. Je ne suis pas seule. J'ai une caméra de sécurité, un témoin oculaire et des preuves numériques. De l'autre côté, silence. J'y vais. Je n'ai pas besoin que vous résolviez ça à ma place, monsieur. Sarah, je l'ai interrompue. Ma voix était rauque. C'est ma dignité qui a été traînée dans la boue. Je la retirerai moi-même. En disant cela, j'ai raccroché. Dans la cour de l'hôpital, le vent a soufflé quelques feuilles sèches. J'étais là, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'autre que la peur. Pas du courage, mais la limite de la patience. Et la famille de Courtenay venait de la franchir. Maître Fournier est arrivé à l'hôpital à la tombée de la nuit. Son apparence était simple, juste une chemise grise et un simple sac en cuir. Mais dès qu'il a ouvert son ordinateur portable et m'a interrogé sur chaque détail temporel, je me suis calmée. Madame Sarah, racontez-moi depuis le début, mais seulement les événements que vous avez vus vous-même. Séparez les suppositions. J'ai hoché la tête. Vers 9h15, M. Daniel est apparu. J'ai refusé son aide, puis j'ai eu le vertige. Il s'est avancé pour me soutenir. Je me suis immédiatement reculée. L'après-midi, la photo a été postée. M. Durand, le gardien de sécurité, a également témoigné. J'ai vu que le monsieur attendait depuis le matin. Quand Madame Sarah est sortie, il s'est approché. Il n'y avait rien d'intime. Maître Fournier a rapidement pris des notes. Combien de temps les enregistrements de la caméra de sécurité sont-ils conservés? 30 jours, maître. Mais pour les obtenir, une demande officielle est nécessaire. D'accord, je préparerai la lettre. Bastien était assis près de la fenêtre, ses mains sur les roues de son fauteuil. Depuis son arrivée, il n'avait pas beaucoup parlé, mais je savais qu'il était en colère. Pas en colère contre moi, mais parce que sur l'échiquier sur lequel il jouait, une nouvelle pièce était soudainement apparue, se déplaçant hors de son contrôle. J'ai montré le message de Léa à Maître Fournier. J'ai déjà enregistré la capture d'écran. Avec l'heure de publication, le premier commentaire et la liste des personnes qui ont partagé. Maître Fournier m'a regardé et a légèrement haussé les sourcils. Très méticuleuse. Je suis comptable. Déjà, une erreur de virgule peut causer un problème, sans parler de ma réputation. Soudain, Bastien a également pris la parole. Le message original a déjà été supprimé. Je me suis retournée. C'est précisément pour cela que la copie que j'ai enregistrée est devenue encore plus importante.
Il m'a regardé, cette fois il n'y avait plus d'intention de prendre le relais. Il a dit lentement. J'ai déjà chargé quelqu'un de tracer et de sécuriser les traces numériques. Mais tu as raison, la preuve provenant de ton téléphone est plus solide. J'ai été un peu surprise. C'était la première fois qu'il reconnaissait sans détour que j'avais raison. Maître Fournier a demandé « Y a-t-il eu un message texte de Daniel avant la rencontre ?» J'ai ouvert mes messages. Daniel m'avait envoyé un message une fois. « Je suis à l'hôpital. Si tu as besoin d'aide, dis-le. » Cela semblait sincère. Mais si on le regarde avec l'enregistrement de la caméra de sécurité, le message devient une preuve qu'il s'est approché activement. Maître Fournier a dit « Nous allons préparer une plainte pour 3 choses. Diffamation, atteinte à la réputation et soupçon de faux. Il ne faut pas agir précipitamment. La personne qui diffame a le plus peur quand nous avons la preuve originale. » Je me suis tournée vers la chambre de ma mère. Elle dormait, mais son visage était encore pâle. J'ai baissé la voix. Je n'ai pas besoin qu'il s'excuse poliment. J'ai juste besoin que ma mère n'entende plus dire que sa fille n'est pas une femme de bonne moralité. Bastien a rapproché sa chaise. « Sarah !» Il s'est arrêté un instant. « Tu devrais te reposer. » L'appellation semblait incertaine, mais je l'ai quand même entendue. Étrange. Déjà une seule appellation peut sonner différemment. Je l'ai regardé. « Monsieur, vous n'avez pas à vous sentir coupable. »« Je suis coupable. » Cette phrase m'a fait taire. Il a continué. « Jusqu'à présent, j'étais habituée à résoudre les problèmes en arrière-plan. Je pensais que si tu ne le savais pas, tu n'aurais pas peur. Il s'avère que je me suis trompée. » Il ne s'avère pas. C'était vraiment une erreur. Il a légèrement baissé la tête. « Oui, je me suis trompée. Je me suis adossée au mur. La fatigue est venue tard. Elle était lourde, comme un imperméable mouillé. Monsieur, je n'ai pas besoin d'un héros sans visage. J'ai besoin de quelqu'un qui se tienne à mes côtés et me dise où est le couteau pour que je puisse l'éviter moi-même. Ne fermez pas mes yeux en me disant que c'est pour me protéger. » Il m'a longuement regardé. « D'accord. À partir de maintenant, tout ce qui te concerne, toi et Madame Hélène, je le discuterai d'abord avec toi. J'ai besoin d'actes, pas de promesses. Tu as beaucoup de mal à faire confiance aux gens. Formation intensive par votre famille, monsieur ?» Pour la première fois, le coin de la bouche de Bastien a légèrement tressailli. Je ne sais pas si c'était un sourire ou non, mais au moins son visage n'était plus aussi froid qu'un réfrigérateur. Après le départ de Maître Fournier, le couloir de l'hôpital est redevenu silencieux. Alors que je voulais entrer dans la chambre de ma mère, j'ai vu une femme debout au bout du couloir. Elle portait une simple robe noire. Ses cheveux étaient attachés bas, son visage était joli mais fatigué. Son regard était fixé sur Bastien, puis sur moi. J'ai alors vu que dans ses yeux, la peur était plus grande que la curiosité. Bastien a été surpris. « Maya. » Je l'ai regardée. « Vous la connaissez ?» La femme s'est approchée. Ses 2 mains serraient son sac. « Je suis Maya. Maya Chevalier. Je suis la fiancée de Monsieur Daniel. » Le mot fiancée m'a donné la chair de poule. La nouvelle épouse, le beau-frère et la fiancée du beau-frère se rencontrent à l'hôpital. Si ce n'était pas ma vie, je penserais peu. Être que le scénariste avait été trop gourmand avec l'insertion des personnages. Maya m'a regardée, sa voix très basse. « Je suis désolée de venir si soudainement, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. L'accident de Monsieur Bastien il y a 3 ans n'était pas si simple. » Bastien a immédiatement aiguisé son regard. « Maya, ne parle pas ici. » Maya a reculé d'un pas, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Puis elle a ouvert son sac, a sorti un morceau de papier plié et l'a rapidement glissé dans ma main. « Demain à 15h, au café Tihani. Si vous voulez savoir pourquoi il y avait un problème avec les freins de la voiture de Monsieur Bastien, venez seul. » Avant que je puisse demander, le téléphone de Maya a sonné. Le nom de Daniel est apparu sur l'écran. Son visage est devenu pâle. Elle a baissé la tête, a dit au revoir, puis s'est précipitée vers l'ascenseur. J'ai ouvert le papier dans ma main. Sous l'adresse, une phrase écrite d'une main tremblante. « Ne croyez rien de ce que Daniel dit. Mon père n'est pas mort en paix à cause de la famille de Courtenay. » Bastien a regardé le papier. Son visage s'est tendu. Je l'ai plié et je l'ai mis dans ma poche. Cette fois, je n'ai pas demandé s'il cachait encore quelque chose, j'ai seulement dit « J'irai demain, et vous ne déciderez pas à ma place, monsieur. » Le lendemain après-midi, je suis arrivée au café Tihani 15 minutes à l'avance. Le café se trouvait dans une petite rue calme et ombragée. À l'intérieur, une musique instrumentale douce jouait. J'ai choisi une table près de la fenêtre, le dos au mur. Depuis l'incident de la photo, j'avais appris une chose. Où que vous vous asseyez,
Assurez-vous de voir la sortie. À 3 heures précises, Maya est entrée. Elle portait une chemise de couleur crème et un pantalon noir. Son visage était légèrement maquillé, mais cela ne pouvait cacher sa fatigue. Elle s'est assise en face de moi. Merci d'être venue. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Vous avez dit que l'accident de M. Bastien n'était pas simple. Que voulez-vous dire? Maya a regardé autour d'elle, puis a baissé la voix. Mon père, Hervé, était auparavant le chauffeur personnel de la famille de Courtenay, pendant près de 10 ans. Avant l'accident de M. Bastien, mon père a trouvé des signes que le système de freinage de sa voiture avait été délibérément endommagé. Mon corps semblait froid. Avez-vous des preuves? Quelques notes de mon père, un vieil enregistrement audio et quelques emails avec le garage. Pourquoi n'en parlez-vous que maintenant? Maya a souri tristement. Parce que je suis lâche. Parce que mon père est déjà mort. Et parce que Daniel me lie avec trop de choses. J'ai continué à la regarder. À son poignet, il y avait la trace d'une légère ecchymose, à moitié couverte par la manche de sa chemise. Quand Maya a ouvert son sac pour prendre un mouchoir gris est tombé. Dans le coin, un B était brodé. Je l'ai vu, mon cœur a été un peu surpris. Maya l'a rapidement ramassé, mais je l'avais déjà vu. Le mouchoir de Bastien. Elle a levé le visage. Vous pensez que je l'ai aimé un jour? Je ne faisais que demander. Non, ce mouchoir est bien le sien, mais pas comme un souvenir romantique. Autrefois, mon père a été battu après avoir trop posé de questions sur la voiture. Monsieur Bastien, alors, n'avait pas encore eu d'accident. Il a vu mon père ensanglanté sur le parking et a pansé sa blessure avec ce mouchoir. Puis il l'a emmené à l'hôpital. Mon père l'a gardé. Après la mort de mon père, je le garde. Pour me rappeler qu'il y avait un homme dans la famille de Courtenay qui ne voulait pas que mon père meure en vain. Je me suis tue. De son sac, elle a sorti une petite enveloppe. Voici une clé USB. Dessus, il y a la preuve que Daniel a engagé quelqu'un pour vous photographier à l'hôpital. Quelques emails avec une société fictive et l'enregistrement audio de mon père. Je n'ose pas l'envoyer en ligne. Mon téléphone est surveillé. J'ai tendu la main pour l'accepter, mais elle l'a retenu un instant. Madame Sarah, si vous l'utilisez, soyez prudente. Daniel ne veut pas seulement de l'argent ou une position, il a peur que Bastien se remette sur pied, tant dans l'entreprise que dans le cœur de M. Guillaume. Je l'ai regardé. Et vous, que voulez-vous? Maya a baissé la tête. Je veux juste dormir une nuit sans sursauter au son de la clé dans la porte. Cette phrase m'a serré la gorge. Un serveur est venu et a déposé 2 verres de boisson. Il a légèrement bousculé la chaise de Maya. L'enveloppe sur la table est tombée à côté de mon pied. Désolée, madame. Maya s'est penchée pour la ramasser. Le serveur s'est également penché et a rapidement épousseté l'enveloppe avant de la remettre sur la table. Tout s'est passé en quelques secondes, de manière tout à fait normale. J'ai mis l'enveloppe dans mon sac. Je vais la vérifier avec l'avocat cet après-midi. Maya a hoché la tête et s'est levée précipitamment. Je dois être à la maison à 5 heures. Si Daniel demande, je dirai que j'essayais une robe de mariée. Je me suis levée. Madame Maya, elle s'est arrêtée. Si vous avez besoin d'aide, dites-le directement. Ne disparaissez pas. Les yeux de Maya sont devenus rouges. Je suis disparue depuis trop longtemps. Elle a quitté le café. Quand je suis sortie, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait de l'autre côté de la rue. Mais quand je me suis retournée, je n'ai vu que la circulation des véhicules. Cette nuit-là, dans le petit bureau de la maison de Neuilly, j'ai remis la clé USB à Bastien et à Maître Fournier. Bastien l'a insérée dans son ordinateur portable. L'écran affichait un dossier vide. Pas de message, pas d'email, pas d'enregistrement audio. Complètement vide. Je me suis figée. Bastien a froncé les sourcils. Elle te l'a donné directement? Oui. Maître Fournier a vérifié plusieurs fois, puis a dit « Cette clé USB ne contient aucune donnée. Elle a être été échangée, ou il n'y a jamais rien eu dessus. » La dernière phrase m'a transpercée. Je me suis souvenue du regard de Maya. Le mouchoir, l'ecchymose à son poignet, tout est soudainement devenu flou. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Ne croyez pas, Maya. Les traîtres pleurent souvent très sincèrement. J'ai montré le message à Bastien. Il l'a lu. Son visage s'est assombri. Au même moment, dans un appartement de luxe à l'autre bout de la ville, Daniel a arraché le téléphone des mains de Maya. Il l'a jeté sur le canapé. « Tu as rencontré Sarah, n'est-ce pas ?» Maya a reculé. « J'ai juste pris un café. » Daniel a ri. « Tu as pris un café, ce qui nécessitait d'apporter une enveloppe ?» Il a ouvert le tiroir,
a sorti la carte d'identité et le passeport de Maya et les a posés sur la table. À partir de maintenant, je garde tout ça. Ton téléphone aussi. Souviens-toi où sont tes photos personnelles et qui peut les recevoir. Il suffit d'un clic. Le visage de Maya est devenu blanc comme un linge. Tu es ignoble. Daniel a incliné la tête sur le côté. Sa voix était douce, comme s'il consolait un enfant. Ignoble, mais gagnant. Les gens m'appelleront quand même intelligent. Maya. Cette nuit-là, j'étais assise devant une clé USB vide. Mon cœur était lourd. Je ne savais pas si Maya m'avait trahi ou si quelqu'un avait été plus rapide que nous. Mais je savais une chose. Daniel commençait à avoir peur. Et quand un criminel commence à avoir peur, il ne recule généralement pas, il va mordre plus fort. Le lendemain matin, Marie de Courtenay a appelé très tôt. « Sarah, viens un peu au bureau aujourd'hui. Tu es déjà la bru de la famille. Tu dois aussi connaître les affaires familiales. Si un étranger te pose une question, qu'on ne dise pas que tu ne sais que t'asseoir à l'hôpital et te plaindre. » Sa voix était toujours douce, mais derrière chaque mot, j'entendais le bruit des ongles grattant la table. J'ai répondu. « D'accord, madame. À quelle heure dois-je venir ? » 9 heures. J'enverrai une voiture te chercher. Je n'ai pas protesté. Depuis l'incident de la clé USB vide, j'avais compris qu'il y avait des pièges inévitables. Mieux valait y entrer les yeux ouverts que de rester dehors et de deviner. Le bureau de la Société de développement Seine-Europe se trouvait dans un immense bâtiment en verre. Le hall était spacieux, le logo brillait. Les employés s'inclinaient respectueusement devant Marie de Courtenay, comme si elle était la véritable détentrice du pouvoir. Elle m'a conduite devant le service comptable, le service des projets, le bureau de la direction. Sa bouche présentait amicalement. « C'est ma bru, Sarah Dubois. Elle était aussi comptable auparavant. Donc les documents ne lui feront pas mal à la tête. » Le personnel souriait avec embarras. J'ai souri poliment aussi. Finalement, elle m'a conduite aux archives du sous-sol. Devant sa porte, il y avait une caméra de sécurité. Elle a parlé délibérément fort. « Regarde juste quelques vieux dossiers. Souviens-toi, ce que tu touches, tu le remets à sa place. De peur que s'il se perd, il y ait des problèmes. » J'ai jeté un coup d'œil à la caméra et j'ai immédiatement compris. Elle voulait m'enregistrer au milieu d'un tas de preuves. Si un jour il y avait une fuite de données, il n'aurait qu'à dire « Sarah est déjà allée aux archives ». Je passais immédiatement de victime à suspecte. Marie de Courtenay m'a laissé avec une employée nommée Élodie. Élodie a ouvert l'armoire. Sa voix était incertaine. « Mademoiselle, quelle partie voulez-vous voir ?» J'ai dit assez fort pour que l'enregistrement le capte. Je ne fais que regarder selon les instructions de Madame Marie de Courtenay. Je ne sortirai pas de documents originaux. Je ne changerai rien, et je demande à Mademoiselle Élodie de m'accompagner en tant que témoin. Élodie a été surprise, puis a hoché la tête. J'ai commencé à feuilleter. J'ai été comptable pendant des années. Je n'avais pas besoin de tout lire pour savoir ce qui était suspect. Quelques factures d'achat de 3 fournisseurs différents, mais leur format était identique. Même une faute de frappe était la même dans le mot livraison. C'est étrange. Même la fraude peut être paresseuse au point d'oublier de modifier le résultat copié, collé. J'ai noté le code du document dans mon carnet. Dans une autre pile, j'ai trouvé un contrat d'achat de ciment et d'acier pour un projet de parc résidentiel. Les prix étaient subtilement, progressivement augmentés à chaque poste. La différence totale était d'environ 400 000 €. Comme les termites, ils ne font pas s'effondrer la maison immédiatement, mais avec le temps, elle pourrit. J'ai même vu la signature numérique de Bastien sur quelques lettres d'approbation de paiement. Pourtant, la date tombait exactement au moment où il était hospitalisé après son accident. Mon dos est devenu froid. Mademoiselle Élodie. À cette époque, Monsieur Bastien était à l'hôpital, n'est-ce pas? Élodie a regardé autour d'elle, a baissé la voix. À l'époque, on a dit que Monsieur Bastien avait donné une procuration à distance. Nous sommes des subordonnés. Qui oserait demander? Je n'ai pas posé d'autres questions. Dans le coin d'un vieux dossier, j'ai vu une note barrée. Comparée avec les données de Madame Renaud. Le nom était si fortement barré que le papier était déchiré. Qui est cette Madame Renaud? Élodie a pincé les lèvres. Une ancienne comptable, mademoiselle. Elle a démissionné il y a plus d'1 an. Elle a dit qu'elle partait à Lyon pour ouvrir une petite boutique. Je n'ai montré aucune réaction. En quittant les archives, Marie de Courtenay attendait déjà dans le couloir. « Tu as fini de regarder ?»« Oui, madame. Il y a beaucoup de documents. Je n'ai pu que les survoler. » Elle a regardé le carnet dans ma main. « Qu'as-tu noté ?» Je l'ai ouvert et j'ai montré quelques lignes sans signification sur les procédures de stockage. « C'est juste une habitude, madame. Si je ne note pas, ma tête s'embrouille. »
Marie de Courtenay a souri, mais pas ses yeux. Cet après-midi-là, je ne suis pas rentrée à Neuilly. J'ai pris un train pour Lyon pour chercher Madame Renaud. Sa petite boutique se trouvait à côté d'une route départementale. Dès que j'ai mentionné le nom de la Société de développement Seine-Europe, son visage est immédiatement devenu pâle. Je ne sais rien. Rentrez chez vous. J'ai posé ma main sur le comptoir de sa caisse. Madame Renaud, ma mère a été transformée en monnaie d'échange. Maya est également contrôlée. Je ne suis pas venue pour vous causer des ennuis. Mais si vous avez déjà vu qu'il faisait du mal, s'il vous plaît, aidez-moi à protéger un peu de vérité. Madame Renaud m'a longuement regardée, puis a fermé à moitié la porte de sa boutique. Autrefois, j'ai trouvé des factures fictives. Quand j'ai signalé, on m'a menacée. On m'a envoyé des photos de mon enfant en rentrant de l'école. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Bien sûr que je comprends. Les criminels sont très doués pour trouver le point le plus faible de quelqu'un pour exercer une pression. Madame Renaud a sorti un carnet à couverture marron et un petit disque dur du fond d'un tiroir. Je ne conserve que les données comparatives et les fichiers copiés. Les documents originaux ont certainement été modifiés. Prenez ça, mais ne mentionnez pas mon nom tant que vous n'avez pas de protection juridique. J'ai reçu à 2 mains. Merci, madame. Il pleuvait quand je suis revenue à Paris. Je roulais sur une autoroute calme quand j'ai vu 2 motos qui me suivaient depuis un moment. Mon cœur battait la chamade. J'ai appelé Bastien. Il a immédiatement décroché. « Sarah, où es-tu » Sur la route depuis Lyon, quelqu'un me suit. Sa voix est devenue immédiatement tendue. « Envoie ta position. Ne raccroche pas. » J'ai partagé ma position. J'ai serré fort mon sac avec le livre et le disque dur. La pluie tombait sur la vitre. Les lumières des motos derrière moi étaient floues. 15 minutes plus tard, une voiture noire s'est serrée à ma gauche, bloquant ma voiture des 2 motos. J'ai reconnu la plaque d'immatriculation de la voiture de Bastien. La voiture s'est arrêtée sur une aire de repos éclairée. Bastien a été poussé par son chauffeur. Son manteau était humide de pluie. Son visage était froid et effrayant. Il a regardé le sac dans ma main, puis moi. « Qu'as-tu trouvé » J'ai répondu doucement. « Des chiffres qui peuvent parler, et qui mentionnent le nom de Daniel. » Bastien a fermé les yeux un instant. Quand il les a rouverts, sa voix était lourde. « Alors il est temps que je te parle de l'orphelinat Le Soleil. » De l'air de repos, Bastien ne m'a pas ramené à Neuilly. Il a demandé au chauffeur de prendre la direction de la banlieue. Il pleuvait encore. J'étais assise à côté de lui, serrant fort le sac contenant les preuves de Madame Renaud. Mais ce qui m'a fait trembler à ce moment-là, ce n'étaient pas les 2 motards, mais la phrase de Bastien, l'orphelinat Le Soleil. Ce nom, ma mère l'avait mentionné plusieurs fois dans ses rêves. Et maintenant, il sortait de sa bouche, si calme et si effrayant. « Depuis quand connaissez-vous cet endroit » Il a regardé par la fenêtre. « Avant de connaître ton nom, Sarah Dubois. Donc vous saviez qui j'étais. Pas depuis le début. » J'ai souri faiblement. « Monsieur Bastien, votre façon de répondre convient parfaitement à un avocat. » Il s'est tu. Peu de temps après, la voiture a tourné dans une petite rue. Devant nous se trouvait un vieux portail en fer. Sur la plaque signalétique usée, on pouvait encore lire l'inscription « Orphelinat Le Soleil ». Mon cœur s'est serré. La cour en béton était fissurée. La rangée de bâtiments simples était déjà délabrée. Le hêtre devant la cour était toujours là. Son tronc était plus gros. Ses branches s'étendaient largement, comme un vieil homme essayant de protéger les enfants qui n'y étaient plus. « Pourquoi m'avez-vous amené ici » Il a regardé vers l'entrée principale. « Autrefois, j'ai aussi vécu ici, avant que M. Guillaume ne m'adopte. » Je me suis tournée vers lui, surprise. « Quoi » ? « Oui. À l'époque, je ne m'appelais pas Bastien. Tout le monde m'appelait Tino. » Tino. Ce nom est tombé dans mon cœur comme une pierre jetée dans un puits profond. La surface trouble de ma mémoire a soudainement tremblé. J'ai vu un petit garçon maigre, qui était souvent assis seul sous le hêtre, regardant son bureau usé, une tranche de pain coupée en 2, ma propre main tendue. Bastien a continué. Sa voix était très basse. Autrefois, il y avait ici une petite fille nommée Annie. Elle se battait souvent avec les plus grands pour me protéger. Une fois, ils ont caché mes sandales. Annie a pris sa sandale et l'a jetée en plein visage du garçon insolent, puis a crié « La pauvreté ne signifie pas la lâcheté. Tu entends ? Arrêtez. » J'ai reculé d'un pas. Cette petite fille, c'était toi. Le vent a balayé la cour. Des feuilles sèches sont tombées en bruissant. J'ai mis la main sur ma poitrine, mais je n'ai pas pu arrêter les fragments de souvenirs qui revenaient. Un entrepôt sombre, l'odeur de toile de jute et de poussière,
Le bruit de la pluie sur le toit en tôle. Le cri de maman Hélène. Une main qui me force à courir. Une petite main, mais très forte. J'ai entendu ma propre voix pleurer. J'ai entendu quelqu'un appeler « Annie, cours !» Je me suis assise sans force sur la terrasse. Moi, mon nom était Annie. Bastien s'est approché. « Maman Hélène t'a adoptée et a changé ton nom en Sarah Dubois. Après, vous avez déménagé. » Peu de temps après, Monsieur Guillaume m'a adoptée. « Pourquoi m'avez-vous cherché ?»« Parce que je te dois quelque chose. Parce que je me souviens de la petite fille qui a partagé sa moitié de pain avec moi quand nous avions tous les deux faim. Et parce qu'après avoir appris ce qui s'est passé dans cet entrepôt, j'ai compris que toi et maman Hélène aviez été entraînés dans le péché de la famille de Courtenay. J'ai levé le visage et je l'ai regardé. Et ce mariage, vous m'avez épousée parce que vous avez réalisé que j'étais Annie ?» Il a serré le poing sur la roue de son fauteuil. En partie. Ma voix s'est brisée. Et le reste? Pour enquêter sur votre famille, pour me rapprocher de Marie de Courtenay, de Daniel, de Monsieur Guillaume, pour ouvrir la boîte du péché que je ne pouvais pas ouvrir seule. Il n'a pas évité mon regard. Oui, cette réponse était plus douloureuse que n'importe quel mensonge. Au moins, il ne mentait pas. Mais la vérité n'était pas non plus amicale. Elle coupait quand même. Je me suis levée. Alors, vous m'avez sauvée ou utilisée? Les deux. La pluie a commencé à mouiller ses épaules. Je sais que j'ai eu tort. Quand j'ai appris que maman Hélène était gravement malade, j'ai accepté ce mariage. Je pensais que si je t'amenais dans la famille de Courtenay, je te protégerais et, en même temps, je les forcerais à montrer leur vrai visage. J'ai ri. Mes larmes ont coulé sans que je m'en aperçoive. Monsieur pense à ma place. Monsieur Guillaume pense à la place de ma mère. Maintenant, monsieur pense à ma place. Votre famille est vraiment formidable, n'est-ce pas? Même le droit de choisir des autres, ils peuvent l'acheter en gros. Le visage de Bastien a pâli. Sarah, je suis différent d'eux dans mes objectifs, mais mes méthodes sont similaires. J'ai aussi caché la vérité, je t'ai mise sur l'échiquier, puis j'ai dit que c'était pour ton bien. Il a baissé la tête. Pour la première fois, cet homme ne semblait plus être un mur. Il ressemblait à une maison fissurée qui essaie seulement de rester droite parce qu'elle a l'habitude de porter un fardeau. Pardonne-moi. J'ai regardé autour de la cour de l'orphelinat. Cet endroit avait autrefois gardé un enfant nommé Annie. Un enfant qui avait été sauvé, puis dont le nom avait été changé, le passé caché, et repoussé dans la famille qui était la source de la peur dans sa vie. Je me suis retournée et je me suis dirigée vers le portail. « Où vas-tu » a demandé Bastien. « J'ai besoin de temps seul. Laisse-moi t'emmener. Vous m'avez déjà emmené assez loin aujourd'hui, monsieur. Il s'est tu. Je suis sortie. La pluie m'a frappé au visage. Je n'avais pas encore pardonné. Je ne pouvais pas encore pardonner à Bastien, mais depuis que j'avais entendu le nom de Tino, je ne pouvais plus le considérer comme un étranger. Il y avait un lien, qui n'était pas de l'amour, mais pas non plus de la haine. Ce lien était la mémoire, et la mémoire lie plus que n'importe quel contrat. Je suis arrivée à l'hôpital, mes vêtements encore humides. Madame Lefebvre a été surprise. « Oh mon Dieu, ma petite, d'où viens-tu si mouillée ?» Ta mère était un peu réveillée. Elle a demandé « Où est Sarah ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Ma gorge était nouée. Je suis entrée dans la chambre. Maman Hélène était allongée, faible. En me voyant, elle a tendu la main. « Tu es rentrée, ma petite. » Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai pris la main. « Maman ?» Sarah était à l'orphelinat Le Soleil. La main de ma mère a tremblé, ses yeux se sont agrandis. Il n'y avait plus en eux la fatigue d'une malade, mais la peur d'être ramenée dans le passé. Qui t'y a emmené? Bastien. Ma mère a fermé les yeux. 2 larmes ont coulé sur ses tempes. Finalement, le secret ne pouvait plus être caché. Je me suis penchée plus près. Maman, le nom de Sarah était Annie, n'est-ce pas? Ma mère a regardé le plafond de la chambre très longtemps. Oui, à l'orphelinat, tout le monde t'appelait Annie. La petite Annie aux cheveux roux, qui aimait cacher du pain dans sa poche pour le partager avec un petit garçon nommé Tino. Ma gorge s'est nouée. Tino, Sébastien. Ma mère a hoché la tête très lentement. Je l'ai appris plus tard. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, tu te retrouverais dans cette maison. Que s'est-il passé dans cet entrepôt, maman? Ma mère a détourné le visage. Ses épaules tremblaient. Un instant plus tard, elle a dit d'une voix rauque. Autrefois, la famille de Courtenay venait souvent à l'orphelinat pour faire des dons. Mais tous ceux qui ont des vêtements parfumés n'ont pas le cœur pur. Le fils aîné de Monsieur Guillaume venait aussi souvent avec eux. Un après-midi, j'ai vu que tu avais disparu. Je t'ai cherché, puis j'ai entendu que tu pleurais dans l'entrepôt.
J'avais du mal à respirer. Maman a ouvert la porte. Je l'ai vu te tirer dans le coin sombre. J'ai couru et je t'ai arraché à lui. Quand nous nous sommes bousculés, il a glissé. Sa tête a heurté le bord de l'étagère en fer. Ma mère sanglotait. Il n'a pas survécu. Je me suis figée. Donc l'entrepôt dans mes souvenirs n'était pas un cauchemar, mais l'endroit où ma vie avait failli être détruite. Maman, tu n'es pas coupable. Ma mère a souri douloureusement. Les pauvres, parfois, n'ont pas besoin d'être coupables pour vivre dans la peur. Monsieur Guillaume avait peur que le scandale ne ruine la réputation de la famille de Courtenay. Il m'a donné de l'argent, m'a ordonné de quitter l'orphelinat, de changer ton nom et de ne jamais aborder ce sujet. Il a acheté le silence de maman. Maman a accepté l'argent. J'ai regardé ma mère. Mon cœur me faisait mal. Je ne l'ai pas dépensé pour moi. La main de ma mère a serré la mienne. À l'époque, tu avais une forte fièvre. Tes poumons étaient faibles. Tu avais besoin de soins. J'ai utilisé une partie de l'argent pour t'emmener chez le médecin, le reste pour les papiers et le loyer. Après, j'ai vendu et cousu pour t'élever. Je n'ai pas osé vivre dans le luxe avec cet argent, mais accepter, c'est accepter. L'erreur est l'erreur. Mes larmes coulaient. Maman m'a sauvée. Je t'ai sauvée de l'entrepôt pour ensuite te laisser entrer dans une autre maison, également pleine de gens qui veulent te faire taire. J'ai pleuré en sanglotant. J'aime maman, mais je suis aussi en colère. En colère parce qu'elle a porté ce secret seule. M'a laissé grandir sans savoir de quel danger j'avais été sauvée. Ma mère m'a caressé les cheveux. Sarah, tu peux être en colère contre maman, mais ne sois pas en colère contre toi-même. Tu ne dois rien à la famille de Courtenay, à monsieur Guillaume, même pas à maman, en sacrifiant ta vie. Je me suis effondrée près du lit de ma mère, cette fois en sanglotant bruyamment. Ce n'était plus le pleur de la trahison, mais comme si la petite fille nommée Annie en moi avait enfin trouvé son chemin vers la maison. La même nuit, dans la résidence principale du 16e arrondissement, M. Guillaume était assis seul dans son bureau. Maître Fournier m'a raconté plus tard que cette nuit-là, M. Guillaume a enregistré une déposition vidéo de près de 15 minutes. Il y reconnaissait avoir caché l'incident de l'orphelinat Le Soleil et avoir forcé maman Hélène au silence. Il s'est excusé auprès de moi, de ma mère et de Bastien. Il a modifié son testament et a signé une procuration temporaire donnant plein pouvoir à Bastien pour diriger l'entreprise, à condition qu'un audit complet soit mené à la Société de développement Seine-Europe. Mais celui qui fait le bien tard oublie souvent que le criminel dans la maison ne dort pas tôt. Le lendemain matin, Marie de Courtenay a trouvé le coffre-fort de M. Guillaume ouvert. Elle a vu l'enveloppe scellée pour Maître Fournier. L'après-midi, M. Guillaume a eu une hémorragie cérébrale dans son bureau. Madame Bernard, qui a entendu le bruit, s'est précipitée et l'a trouvé étendu sur le sol. Marie de Courtenay était là, son visage pâle, mais ses yeux calmes. « Appelez une ambulance, madame !» Madame Bernard a crié en panique. Marie de Courtenay a seulement dit « Calme, je vais essayer de trouver ces médicaments. »« Calme !» 2 mots qui ont retardé les précieuses minutes. Tandis que madame Bernard téléphonait en tremblant, Marie de Courtenay fouillait déjà les tiroirs, cherchant la clé du coffre-fort, tout ce qu'elle pensait pouvoir détruire son pouvoir. Mais elle était trop tard. La déposition vidéo et le Nouveau Testament étaient déjà entre les mains de Maître Fournier. 2 jours après la confession de ma mère, j'ai à peine dormi. L'état de ma mère s'est considérablement détérioré. Cet après-midi-là, une étrange notification est arrivée sur mon téléphone. La confirmation d'une commande de médicaments en ligne, envoyée à mon numéro. Je n'avais pas commandé de médicaments. Dans la section des notes, un court message. « Sarah, je ne t'ai pas trahi. L'enveloppe a été échangée. Je suis à l'appartement Résidence Les Perles, appartement 708. Aide-moi. Maya. » Je me suis immédiatement levée. J'ai appelé Bastien. Maya a envoyé un signal de détresse. Elle est retenue prisonnière. Envoie l'adresse. N'y va pas seule. Je sais. 1 heure plus tard, nous sommes arrivés à l'appartement Résidence Les Perles. Bastien, moi et Maître Fournier, avec le gérant de l'immeuble. Après près de 10 minutes de sonnerie, la porte s'est ouverte. Maya se tenait à l'intérieur. Son visage était pâle. Derrière elle, Daniel est apparu, souriant faiblement. « Waouh, quelle foule! Ma belle-sœur a amené l'équipe. Pourquoi ?» Je l'ai regardé. Madame Maya a demandé mon aide. Daniel s'est tourné vers Maya. « Tu as demandé de l'aide ?» Maya a tremblé, mais cette fois, elle n'a pas baissé la tête. « Oui. » Maître Fournier s'est avancé. « Mademoiselle Maya, est-il vrai que vos documents et votre téléphone ont été confisqués ?
C'est vrai. Ma carte d'identité, mon passeport et mon téléphone sont détenus par Daniel. Le visage de Daniel s'est assombri. C'est notre affaire privée, ne vous en mêlez pas. Maître Fournier a répondu calmement. Vous n'êtes pas encore marié, ce n'est pas une affaire privée, et la rétention de documents et la menace sont illégales. Bastien, de son fauteuil roulant, a regardé Daniel. Rends-lui ses affaires. Daniel a regardé son frère, ses lèvres tremblaient. Tu penses avoir gagné avec un morceau de papier du vieil homme? Bastien a dit doucement. Si tu as peur, admets-le. N'aie pas l'air fatigué. Finalement, devant la caméra de sécurité du couloir, Daniel a rendu ses affaires à Maya. Au cabinet de l'avocat, Maya a remis la clé USB originale et le vieux carnet de son père. Le contenu? Des preuves de la manipulation des freins de la voiture de Bastien. Maintenant, toutes les preuves étaient complètes. Cette nuit-là, Madame Bernard a appelé. Mademoiselle Sarah, après-demain, Madame Marie veut organiser une fête. Elle dit qu'elle veut annoncer Monsieur Daniel comme PDG. Mais j'ai entendu que Mademoiselle Léa a préparé des photos et quelques documents. Ils veulent forcer la mademoiselle à s'agenouiller devant l'autel des ancêtres. J'ai fermé les yeux. Merci, madame. Mademoiselle, ne venez pas. Ils sont désespérés. J'ai regardé ma mère, qui dormait. Si je m'enfuis, ils diront que je suis coupable. Si je reste silencieuse, Maya et madame Renaud seront toujours en danger. Ma mère portera à jamais la calomnie. J'irai, madame, mais pas pour m'agenouiller. Le jour de la fête, j'ai enfilé une simple robe verte que ma mère avait commencé à coudre pour moi, mais qu'elle n'avait pas terminée. J'ai terminé les quelques derniers points. Cet après-midi-là, je l'ai mise. J'ai attaché mes cheveux en chignon et j'ai emporté le dossier contenant toutes les preuves. Cette fois, je ne suis pas entrée dans la maison de Courtenay en tant qu'épouse choisie. J'y suis entrée pour reprendre mon nom. Je suis arrivée à la résidence principale alors que les lumières brillaient déjà de 1000 feux. Marie de Courtenay m'a accueillie en souriant. « Sarah est arrivée. Je pensais que tu n'oserais pas. » J'ai répondu. « Une grande fête de famille chez la famille de mon mari. Comment pourrais-je ne pas venir ?» Daniel se tenait près de l'autel des ancêtres et parlait de l'honneur de la famille. Puis Léa a pris le micro. La famille doit clarifier le statut de la personne qui, à peine entrée, a déjà ruiné la réputation de la famille de Courtenay. Sur le grand écran, ma photo avec Daniel est apparue, l'annexe du contrat falsifié et la lettre de garantie de l'hôpital falsifiée. Marie de Courtenay m'a ordonné de m'agenouiller, de m'excuser et de signer les papiers du divorce, sinon les frais de traitement de ma mère seraient arrêtés. J'ai regardé la fumée de l'encens, puis droit sur elle. Je peux m'incliner devant les ancêtres, mais je ne m'agenouillerai pas devant la calomnie. Toute la salle est devenue silencieuse. J'ai ouvert mon dossier. Maître Fournier est entré. Bastien a suivi. Maya, Madame Renaud, le docteur Martin et Monsieur Durand étaient également présents. Un par un, les preuves ont été présentées. L'enregistrement de la caméra de sécurité de l'hôpital, le témoignage de Monsieur Durand, la fausse signature, le carnet de Madame Renaud sur les factures fictives, la clé USB de Maya sur le sabotage de la voiture. Daniel a crié. « Vous avez comploté. » Maître Fournier a diffusé la déposition vidéo de Monsieur Guillaume. Il y avouait tout, de l'incident à l'orphelinat Le Soleil à la passation de pouvoir à Bastien, et demandait l'audit de l'entreprise. Marie de Courtenay a vacillé. Maître Fournier a ensuite annoncé le résultat d'un ancien test ADN. Daniel n'était pas le fils biologique de Monsieur Guillaume. Toute la salle s'est figée. Daniel a crié qu'il était le fils aîné. Bastien l'a seulement regardé. « Tu n'as pas tout perdu parce que tu n'es pas du même sang que cette famille. Tu as tout perdu parce que tu as choisi le mensonge et la cruauté. » Après cette nuit-là, Daniel a été arrêté pour diverses accusations. Marie de Courtenay a été mise en examen pour complicité. Un audit à grande échelle a été mené à la Société de développement Seine-Europe. Maman Hélène est décédée une semaine plus tard. Dans la lettre qu'elle a laissée, elle a écrit « Je n'attends pas que tu me rendes ma bonté par le sacrifice. J'espère seulement que tu vivras ta vie sans avoir à baisser la tête par peur.